Bonsoir à tous, je me présente, je suis Sophie Gironnet, directrice de la Maison de l'Architecture du Québec. Comme chaque fois, je vous rappelle un peu les règles du jeu. Donc, les cafetiers qui sont là, qui nous reçoivent au fond, vont nous exposer un peu leurs réflexions en 3 à 5 minutes. Nous avons l'animateur Bernard Sani qui va faire rebondir la discussion entre vous et les cafetiers. Je vais d'abord me plier à l'exercice un peu fastidieux des biographies. D'abord, j'aimerais signaler évidemment que vous êtes dans une exposition préparée par Daniel Routaboul qui est ici. Merci Daniel de cette belle exposition et par Nip Paysage. Je vous engage à la fin de la rencontre à aller au fond de la salle et voir l'exposition de l'autre côté puisque c'est vice-versa. Alors, nous avons ici Jonathan Chat. Alors, Jonathan Chat est docteur en urbanisme, architecte paysagiste, urbanologue, chargé de formation pratique et chargé de cours à l'école d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, au département d'études urbaines et touristiques et à l'école de design de l'UQAM. À la fois auteur, chercheur, enseignant et consultant, Jonathan Chat se spécialise dans l'étude de la ville, particulièrement la lecture et l'analyse des formes et des sens des projets urbains. Ces recherches interrogent les identités et les fondements des places et des espaces publics en théorisant les pratiques historiques et contemporaines. Mathieu Casavant, bien entendu, est membre de Nip Paysage depuis que Nip a été fondé en 2001. Il est ici. Mais il a accumulé diverses expériences avant, notamment à Terre-Neuve où il a participé au plan directeur des équipements récréo-touristiques pour le Discovery Trail Tourism Association. Au sein du Presley Associates à Boston, Mathieu est responsable délégué des audiences publiques du plan directeur du réaménagement de l'hôpital McLean. Ensuite, pour le bureau Hargraves Associates, il est chef d'équipe pour l'aménagement du site Biomedical Science Research Building de l'Université de Michigan. Et il participe au projet du Louisiana Center for the Arts à Baton Rouge. Alors avec NIP, il a contribué bien sûr aux principales réalisations, puisque les 4 travaillent vraiment ensemble, en équipe. Donc Point Pleasant à Halifax, prix honneur national de l'AAPC, les aménagements de la Croix du Mont-Royal, beaucoup de projets bien sûr. Il est critique invité dans les universités non seulement montréalaises, mais à Harvard, Cornell, Syracuse et Toronto. Ensuite, Dinu Boumbarou, qui ne connaît Dinu. Alors, Dinu Boumbarou, diplômé en architecture et en conservation des universités de Montréal et de York, United Kingdom. Dinu Boumbarou travaille depuis 1982 à Héritage Montréal, où il est responsable des dossiers de patrimoine et d'aménagement pour cette organisation indépendante, fondée en 1975 pour encourager la sauvegarde, la mise en valeur et l'enrichissement du patrimoine construit, paysager, mémoriel et naturel de la métropole et de ses quartiers. Dinu intervient aussi sur la scène internationale par l'ICOMOS, dont il fut secrétaire général. Son engagement lui a valu plusieurs reconnaissances, dont l'Ordre du Canada et le Prix du Québec en patrimoine. Gérard Baudet est urbaniste émérite et professeur titulaire à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Il s'intéresse notamment à l'urbanisme en contexte métropolitain et aux valorisations patrimoniales, paysagères et touristiques de l'espace géographique. Clément Demers, enfin, est architecte, urbaniste émérite et gestionnaire de projets. Il a fait carrière une quinzaine d'années à la Ville de Montréal, dont 2 consacrées à la direction du service responsable de l'urbanisme et du développement urbain. Il a aussi œuvré une douzaine d'années dans différentes sociétés immobilières importantes. Il est aujourd'hui directeur général de la Société Quartier International de Montréal, donc il est vraiment chez lui ici, professeur titulaire à mi-temps à la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Clément Demers a reçu plusieurs prix pour souligner ses contributions dans les domaines de l'urbanisme, de l'architecture, du design, de la protection du patrimoine et de la gestion de projet. Puis Bernard Sani, bien entendu, professeur... Oui, voilà, je suis animateur. Professeur à l'École d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Sans plus tarder, on va laisser parler nos invités, nous raconter un peu ce que la thématique leur inspire. Et puis, donc, on commence par Mathieu Casavant. Bonne soirée à tous. Donc, c'est mon premier café, donc pardonnez ma nervosité.
Mais c'est pas si mal parce que j'ai 3 de mes associés dans la première rangée. C'est comme une réunion au bureau, finalement. Je vais commencer en dérogeant un peu du thème, c'est-à-dire que moi, je pense que je vais vous parler du devoir de l'architecte paysagiste et peut-être un peu de mémoire, surtout par rapport au projet de la promenade Smith. Donc, quand on a commencé à travailler sur le projet, ça fait presque 4 ans et demi, 3 ans et demi, dans le cadre d'un concours. Puis on est arrivé sur le site, puis on a dû confronter assez rapidement 2 choses très contrastantes, c'est-à-dire le rêve d'un promoteur, une vision, un lifestyle, avec un site qui avait une autre ambiance, qui avait une autre dynamique, certains artefacts, comme on peut voir dans l'exposition, surtout du côté Vice ou du côté Daniel. Mais c'était surtout de voir comment on pouvait travailler sur les 2 aspects. Donc, ce nouveau milieu de vie, puis de parler de la vraie nature de ce site. Ce soir, j'ai décidé de me concentrer sur un point en particulier, quelque chose qui nous intéresse particulièrement, c'est le travail du sol. Sans être superficiel, on essaie de travailler la surface des projets dans presque tous les projets. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Un projet qu'on a fait avec Sophie à l'époque, la Galerie Monopoly. Je crois que ça fait 11 ans. Donc, c'était un premier travail pour une surface. C'était la 5e façade des bâtiments à l'époque, mais c'était toujours cette idée d'aller aménager les surfaces horizontales pour que les gens les habitent, les explorent. Ensuite, on a travaillé avec les écoles, on a fait beaucoup de cours d'école, beaucoup de peinture a été étendue grâce à notre travail, notre insistance. Et puis, le travail aussi s'est mis à parler de choses plus permanentes, de choses qui se passent à l'intérieur, commencer à essayer d'en transmettre certains messages à travers le traitement des surfaces. Et ça, c'est un de nos plus récents projets. C'est une petite place publique de la rue Ontario qui parle de la renaissance de la rue Ontario, mais aussi de l'industrie du tabac qui a carrément formé la ville dans ce coin-ci. Donc, c'est une espèce de message double ici avec le feuillage et les fleurs. Si je reviens à la promenade Smith, par rapport au travail du sol, on avait une idée très simple dès le début, dès la première étape du concours qu'on a fait en quelques jours au bureau. On s'est dit on va faire une seule surface pour tout le projet. Par contre, comme vous pouvez le voir sur le premier dessin qu'on a fait, on n'était pas capable de le qualifier. Donc, il est blanc. On n'a pas nommé la surface, on ne l'a pas vraiment décrite, mais on l'a illustré comme un élément qui était partout. Puis, on s'est mis à lui donner des caractéristiques. Je ne vais pas lire la liste ici, mais ces critères de design-là nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui dans la concrétisation du projet. On voulait un matériau qui allait faire plusieurs choses en même temps, qui allait avoir du sens, puis qui allait être hyper polyvalent. Donc, qu'est-ce qu'on allait choisir comme surface? Quand on est arrivé à la 2e étape, on s'est senti un peu obligé de plonger, d'afficher nos couleurs par rapport à ça. On a décidé de choisir un matériau. Le Granny Smith est devenu Granite Smith. Et puis là, on était clair, on allait faire du granit. Il fallait par contre réfléchir à cette idée d'utiliser le granit parce que c'était pas nécessairement évident comme utilisation pour nous. D'abord, c'était cher. Il fallait aussi réfléchir à plusieurs considérations techniques. Donc, première étape, on a étudié où est-ce qu'on retrouve du granit à Montréal, dans quelle place, sous quelle forme, la couleur, le fini, les dimensions, les joints. On a étudié un petit peu ce qui existait. On aimait bien l'idée de pouvoir faire des réparations sans que ça paraisse. On avait déjà beaucoup d'exemples à Montréal où est-ce qu'on répare et ça paraît longtemps après. Donc, du sens aussi que les choses peuvent avoir, des choses très simples comme les joints, la direction des pavés. Ici, la Plaza Gansevoort de New York.
Puis on voulait surtout parler de l'espace partagé, c'est-à-dire des nouvelles façons d'imaginer une rue dans un quartier comme Griffintown. Est-ce qu'on peut effacer la rue? Est-ce qu'on peut inviter les gens à occuper tout l'espace? Donc, je vais passer rapidement sur plein de dessins qu'on a travaillés, mais on essayait d'utiliser le granit sous plusieurs formes, plusieurs couleurs. Donc, la surface, ben, vous en avez une petite partie ici, derrière certains spectateurs. La rue sera complètement recouverte. L'axe historique de la rue Wellington va être illustré par des bordures à raser de part et d'autre. La trame historique de Griffintown va être illustrée par l'angle de pose des pavés. Je saute les études d'intersection. Je voulais surtout parler du fait qu'on a travaillé beaucoup pour effacer les choses, donc effacer les bordures, même effacer le pied du talus ferroviaire en arrondissant. Donc, la maquette qu'on a dans la galerie montre ça. On voit ici la rampe qui va faire la jonction entre le trottoir et le talus. Travail de bureau. Ça, c'est la trame de Griffintown qui est complètement différente que Montréal. Et ça, c'est les 13 sortes de pavés qu'on a sur la place, c'est-à-dire qu'ils sont tous identiques vus pour les piétons, mais en sous-sol, il y a plusieurs situations différentes. Et le chantier de Pierre commence, d'après moi, la semaine prochaine. Merci. Notre cafetier suivant, Dino Boumbaro. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, écoutez, je fais partie de ceux qui ont un petit problème médical aujourd'hui. Ça paraît. J'espère que vous arrivez à m'entendre grâce à l'électronique. Le titre qu'on nous a donné, Devoir de mémoire et architecture du paysage, j'ai reçu ça avec une certaine surprise. Je me dis, quand même, Griffintown, c'est pas Auschwitz, c'est pas Hiroshima. Il faut arrêter d'utiliser des termes suprêmes pour des éléments qui sont plus de l'ordre du quotidien. Par contre, je pense qu'il y a des choses que j'aimerais peut-être mettre en perspective. La notion de mémoire par rapport à celle de souvenir, la notion de devoir par rapport à celle de plaisir, puis la notion d'architecture par rapport à celle de promenade. Alors, je vais essayer, dans le temps qui m'est assigné, que notre présidente tentera de me faire respecter, avec un succès, je lui souhaite bonne chance, de faire ça ensemble. Et je voulais... Ben, allons-y, quoi. Voilà. Alors, souvenir. Ici, tout le monde a reconnu ici le cas typique d'un Français au Carré Saint-Louis en train de photographier des écureuils l'automne. Mais c'est un réflexe tout à fait cohérent. On parle de paysage et de souvenirs. Alors, c'est l'expérience du lieu. Une autre, ici, la cabane à sucre. Enfin, j'imagine, on est dans une maison de l'architecture, donc les gens sont typiquement reconnaissants d'une cabane à sucre comme une forme primitive, mais elle n'est pas dans la saison. Alors, comment cette image, dans un paysage, une saison, est-il porteur d'évocation? Et moi, je dois dire que je reviens de l'Assemblée générale de l'ICOMOS qui s'est tenue à Florence. C'est quand même pas mal, mais on était surtout en réunion, puis il n'y avait pas de fenêtre comme ici. Mais le thème principal, c'était le paysage et le patrimoine comme droits humains. Donc, vous voyez que certaines des discussions qu'on pourrait avoir ici sont en résonance avec des préoccupations plus internationales et elles posent la question autant du droit formel que de la puissance évocatrice des lieux, puis la façon dont des gestes novateurs ou assez anodins s'insèrent dans cette relation qui existe entre l'être humain et son environnement. Ici, les associations littéraires, on oublie comment la littérature, la poésie créent des paysages qui, en fait, sont des superpositions sur des lieux du quotidien. Ici, c'est les maisons de bonheur d'occasion. La rue Saint-Augustin est totalement modeste, mais si on commence à enlever les poteaux électriques de cet endroit-là, on vient de désajuster une espèce de chansonnette merveilleuse. On a une maison d'architecture, un peu d'architecture, mais ici, c'est le dôme du Panthéon, qui est un lieu commémoratif, c'est un lieu de devoir national. Vous savez, c'est aux grandes ombres la patrie reconnaissante.
Eh bien, c'est l'événement et le paysage du chantier. Tantôt, tu as parlé de votre chantier avec les cailloux, mais peut-être que les chantiers, pas juste les emballer pour que ce ne soit pas du trouble, mais il y a peut-être quelque chose à imaginer comme une aventure à travers les chantiers, surtout qu'à Montréal, c'est une aventure qui dure longtemps. Paysage et mémoire, ici, on est dans... Vous l'avez tous reconnu, c'est votre 20$ quand vous l'avez dans les poches, c'est le monument de Vimy. C'est un concours d'architecture et de sculpture dans les années 20. C'est un devoir de mémoire national qui a été exprimé à travers une démarche très soutenue, très consciente, très volontaire. Et c'est le haut du monument avec la figure du sacrifice qui est inscrite d'en haut. Il y a toute une allégorie, c'est un monument absolument formidable à 50 minutes de Paris. C'est inspiré notamment de la redécouverte du théâtre grec et sa projection dans la peinture, dans l'architecture, dans les années 1910-1920. Il y a quelque chose à aller chercher. C'est des relations des disciplines où, si on regardait le bas de l'image qui est ici et qui met en valeur M. Laforêt, eh bien, le bas de l'image vous présenterait à peu près 60% du paysage relique de la Première Guerre mondiale, qui est le site de Vimy, qui appartient à la France, mais qui est prêté à perpétuité au Canada. C'est là où sont les cratères, les tranchées. À peu près 60% de ce qui reste de la Première Guerre mondiale est à cet endroit-là. Donc, on a beaucoup de supervision dans cet endroit-là. Et en plus, les deux pylônes, qui font à peu près une centaine de pieds de hauteur, ont été conçus pour établir une relation visuelle avec le paysage lointain des terrils, qui était l'objet de cette ligne de front, le contrôle des charbons pour les factions combattantes. Donc, il y a beaucoup de récits à cet endroit-là. En plus, c'est un endroit merveilleux et très intéressant. Devoir de mémoire, c'est la cellule numéro 5, que vous connaissez peut-être pas pour y avoir résidé, mais c'est la cellule de Mandela. Gros défi, c'est au patrimoine mondial. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on doit repeindre, mais maintenant c'est foutu parce qu'ils l'ont peint déjà, mais ça a l'air tellement neuf qu'on se dit, ben, tu sais, c'est quand même des bonnes conditions pour les barreaux, puis le fait que c'est 8 pieds par 8 pieds, puis il n'y a pas de toilette, c'est tout neuf, c'est bien entretenu. Et des fois, la puissance évocatrice est complètement évacuée par nos habitudes de brossage, de polissage, finalement notre aspiration au neuf. Et comment est-ce qu'on met la mémoire en relation avec cet appétit constant de nouveauté et de mise à neuf? La captation d'un moment commémoratif, c'est la citadelle de Bam en Iran, en 27 secondes de tremblement de terre, non, c'est 12 secondes, il y a 27 000 morts. C'est un site qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO par la suite, mais il a été inscrit comme un paysage culturel. Alors peut-être que ça vaudrait la peine que les gens qui emploient le terme de paysage s'éduquent un peu sur la façon dont la planète Terre parle de paysage, et pas juste dans l'univers du design, mais aussi dans l'univers du patrimoine, parce que c'est un sujet qui est extrêmement présent actuellement, tant à l'échelle du paysage urbain, rural, des paysages autochtones, des lieux mémoriels, etc. Parce que Héritage Montréal, c'est une organisation, donc on a toujours des diagrammes dans nos PowerPoint, et ça fait très sérieux, évidemment. On n'arrive pas à côté des architectes, les designers, mais quand même, et les gestionnaires, les pires de tous. Mais au moins, on a ça, et c'est les 5 dimensions du patrimoine. Je vous dis simplement le construit, le paysage, c'est-à-dire la qualité d'ensemble, le mémoriel, l'archéologique et le naturel. C'est en fait ce qu'on peut mettre sur une map. Et il reste, pour passer à travers quelques exemples de croisement entre paysage et mémoire, les cimetières sur la montagne, les vergers de l'Hôtel-Dieu où poussent encore des pommes qui sont peut-être des pommes, les bourrassas, les neiges, celles du début du 19e siècle qui ont été transposées d'un courant à l'autre. Les inscriptions, vous savez que le monument, c'est d'abord l'écrit avant d'être l'objet qu'il porte. Le fleuve, Jean Descaries est là, alors le 4e commandement, Jean, c'est quoi? Père et mère, tu honoreras, ben fleuve et montagne, tu reconnaîtras ici comment est-ce que ces liens existent. La place du paysage urbain et ses connotations mémorielles, puis je vous invite à rappeler que le paysage urbain, c'est aussi les sons de la ville. Les cloches, les chants dans certains endroits, les odeurs associées à certains territoires. Donc on est dans plusieurs sens et non pas des sens uniques. Et pour terminer sur Griffintown, un rappel de l'eau, qui est aussi dans la ville un élément d'espace qui est peut-être une mémoire un peu plus difficile à traiter parce qu'évidemment,
je pense que les philosophes sont beaucoup penchés sur la question quelle est l'authenticité de l'eau du fleuve, puisqu'elle est constamment changeante, mais elle existe depuis des millions d'années. Alors, permanence et nouveauté. Nous, on n'a pas de problème à réconcilier tout ça dans les questions qu'ils nous ont posées. Par contre, je pense que la tabula rasa, se poser la question est-ce qu'on doit faire table rase? Posez-vous la question est-ce qu'on doit croire en Dieu pour faire quelque chose? Merci. Autour de Jonathan Charles. Parfait. Merci. À mon tour, maintenant, je vais essayer d'être bref et de rentrer dans les 5 minutes. Je sais pas si, je vais essayer, c'est prévu. C'est prévu d'entrer dans les 5 minutes. Donc, présentation très brève, en fait, sous 3 petits thèmes, là. Griffintown, la Renaissance, l'identité et la banalisation, donc, en fait, de Griffintown. Donc, premièrement, la Renaissance. Donc, si on lit les journaux depuis quelques années, dans les journaux populaires, la presse, par exemple, Griffintown, c'est synonyme de renaissance. Hein? C'est le début d'une ère nouvelle. Griffintown sort de l'ombre, tombé de l'oubli, il renaît sur de nouvelles assises. Donc, c'est le genre de titre qu'on voit à répétition, effectivement, pour cause, effectivement, donc d'un quartier de 1000 habitants devrait passer à 15, peut-être 20 000 habitants dans les prochaines années. Pour les promoteurs de condos, Griffintown rime avec dynamisme. C'est un lieu de toutes les convoitises. Et quand on va dans les showrooms, sur les sites web, ben, on constate par exemple des appellations ou des définitions. Par exemple, pour le projet Le William, on dit le Griffe. Hein? Le Griffe, c'est familier. Est devenu le secteur de Montréal vers lequel tous les regards sont tournés. Le projet Le Canal parle de Griffintown comme d'un quartier qui n'en finit pas de surprendre et de séduire. Il est rajeuni, réinventé, débordant de vie. Le projet District Griffin se définit comme niché dans un environnement unique où la biodiversité côtoie la faune urbaine. Le projet You Montréal de Philippe Stark définit Griffintown à l'image du Meatpacking District et du Brooklyn contemporain, mais à saveur typiquement montréalaise. Griffintown, un milieu de vie unique pour vivre, innover et s'inspirer. Et enfin, un autre exemple, le projet 7, vivre au 7, c'est être à 2 pas de l'effervescence du secteur le plus branché de Montréal. Bref, Griffintown, c'est merveilleux. La Renaissance, donc, Griffintown. Deuxième point, l'identité de Griffintown. Mais qu'est-ce que Griffintown, outre, c'est un des quartiers les plus anciens de Montréal? Donc, quelques éléments clés. Une trame de rue orthogonale, très ancienne, précoce, comme une prémisse de la ville moderne dès le début des années 1800. Un quartier ayant la plus grande proportion d'édifices en briques de Montréal en 1825. Un pôle industriel majeur organisé autour, évidemment, et depuis l'agrandissement du canal de la Chine. Un quartier manufacturier, le tiers des manufactures de Montréal s'y trouve en 1840. Un quartier mixte, à prédominance irlandaise. Un faubourg ouvrier, un quartier vibrant, mais aussi un quartier bruyant, un quartier sale, un quartier pollué, un quartier inondé successivement. Un quartier composé de squares, de places publiques au cœur des circulations et des trames urbaines. Un quartier qui, à partir des années 30, commence à être altéré, à être appauvri par la fermeture de bâtiments industriels, par l'implantation de nouveaux viaducs du CN, par la fermeture du canal, d'un zonage exclusivement industriel. Autant de facteurs, en fait, qui vont chasser la population du quartier et qui vont contribuer, en fait, aux démolitions. Bref, un cadre bâti qui s'effrite, les pôles et toute la logique, en fait, du quartier disparaissent graduellement. Je poursuis. Mais donc, des 20 000 habitants que composait le quartier en 1880, le quartier n'en compte plus que 800 en 1970. Donc, du lieu d'innovation au fait des progrès de la métropole, un lieu d'intensité, un lieu de densité, va graduellement être abandonné, sombré dans l'oubli. Et effectivement, au moment où Devimco, tout à coup, s'en intéresse, c'est un quartier tout à fait, disons, dépareillé. Et François Cardinal résumait bien, en fait, l'état du quartier, et je le cite, « Une balade dans les rues étroites de Griffintown, aujourd'hui, révèle un quartier morcelé, désordonné et tristement hétéroclite dans lequel émergent quelques vestiges épars de l'ancien quartier populaire. » Enfin, troisième point, la banalisation. Donc, au moment du regain d'intérêt pour le quartier, Griffintown avait encore une âme, il y a quelques années à peine. C'était un quartier tranquille, à l'écart des transits, des touristes urbains. C'était un lieu figé dans le temps, dont les rues, les édifices, les vieilles écuries, les maisons et les petites activités industrielles nous replongeaient dans l'histoire des lieux. Aujourd'hui, le quartier est embouteillé par les grues, le trafic, les voitures,
les tours vitrées, les restaurants à la mode, les valets parking et une clientèle extérieure qui n'a peu d'intérêt pour le quartier autre que de s'y retrouver parce que c'est là qu'il faut se montrer à Montréal. Cet engouement subi, à coups de gestes individuels des promoteurs, altère quotidiennement l'âme de Griffintown. Comment? Par la perte graduelle des hangars, des entrepôts, des cours à scrap, par la démolition des bâtiments de briques, par la perte de l'activité industrielle, par la disparition, en fait, de l'échelle intime du quartier, du caractère hétéroclite, bigarré, ancien, brut, de la végétation spontanée, bref, de l'imperfection issue de son passé, de son évolution et de son oubli. Est-il déjà trop tard pour sauver l'âme de Griffintown? Est-ce que Mary Gallagher reconnaîtrait la rue William à sa prochaine apparition? Bref, comment sauver un lieu qui est un espace matériel et immatériel hautement stratifié, que plusieurs ne voient que comme une localisation privilégiée dont il faut tirer profit actuellement, maintenant? Bon, d'abord vous dire que je n'ai pas d'image. J'ai eu l'occasion, il y a déjà 2 semaines, d'aller faire un reportage dans Griffintown avec les gens de Radio-Canada. Apparemment, c'est passé hier, c'était disponible sur le site aujourd'hui. Et j'ai trouvé le milieu d'une désolation telle que je me voyais dans l'incapacité de sortir de cet environnement-là des images qui valaient la peine de commenter. Je trouve que c'est absolument épouvantable qu'à Montréal, aujourd'hui, on soit capable de laisser se réaliser des projets de cette nature-là. Et d'ailleurs, en fin de reportage, je disais aux journalistes, ce qui me désole, c'est qu'il semble bien qu'on a décidé, en poursuivant Griffintown, de faire exactement ce qui se fait dans le pseudo-centre-ville de Laval et qu'on ait décidé de faire exactement ce qui va se faire sur le site du 10-30. Et pire, j'ai ajouté, je crains au surplus que le promoteur du 10-30 réussisse mieux, parce qu'au moins, lui, semble savoir où il veut aller. Pour qualifier Griffintown, je vous dirais, par rapport à cette idée de devoir de mémoire, un thème qui m'indispose aussi, comme dit nous, parce que pour moi, ça connote beaucoup cette idée d'installer une stèle, d'installer un monument, d'écrire quelque chose dessus et de se dire, voilà, c'est fait, l'exercice de mémoire est assumé, il est complété, il est réalisé. Passons maintenant à autre chose, cette autre chose qui est la tabula rasa. Je pense qu'il y avait au contraire une responsabilité chez la Ville de Montréal, de la part de la Ville de Montréal, de permettre l'exercice du devoir de mémoire pour tous ceux qui voulaient le réaliser. Et il s'agit de permettre une modalité d'appropriation d'un espace pour que tous ceux qui le font puissent justement ancrer leur expérience de la ville dans cette mémoire, dans les mémoires du lieu. Or, c'est absolument pas ce qu'on a fait, c'est absolument pas ce qu'on souhaite faire. Quand on nous dit, comme le responsable du dossier à la ville le disait dans une entrevue ce matin, inquiétez-vous pas, la ville est en train d'acheter quelques terrains, on a une mainmise sur certains emplacements. En fait, on fait du rapiessage de fin de parcours, on essaie de sauver les meubles et on essaie de sauver la face. Je qualifierais l'expérience de Griffintown essentiellement d'un urbanisme fiscal. Et c'est malheureusement l'urbanisme qu'on nous impose à la Ville de Montréal depuis au moins une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on demande aux gens du service économique de travailler avec tous les promoteurs disponibles dans l'environnement. Et quand on a des ententes avec les promoteurs, on demande aux gens du service d'urbanisme de réaliser des plans qui permettent aux promoteurs de faire exactement ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce qui a été fait dans la première phase de Griffintown, au moment où la banlieue débarquait en ville. C'est ce qu'on a fait dans la deuxième phase, même s'il y a eu une intervention de l'Office de consultation publique, essentiellement parce que les dés étaient pipés. À partir du moment où l'essentiel du foncier est entre les mains des promoteurs, à partir du moment où les projets sont en cours, à partir du moment où les permis sont émis, il n'y a plus de marge de manœuvre. On ne peut même pas élargir les trottoirs parce qu'évidemment, on a demandé aux ingénieurs de se dépêcher à faire le maillage viaire pour être capable d'accommoder les projets urbains. Donc, je trouve ça d'une désolation complète. Et pour moi, un devoir de mémoire a posteriori, en bout de ligne, ça serait d'ajouter l'injure à cette opération totalement ratée. Je pense que Griffintown devrait être une belle occasion pour la collectivité montréalaise, d'autant que l'on nous fait la leçon à partir de Toronto. Une belle occasion d'interpeller la ville et de souhaiter qu'on fasse de l'urbanisme à Montréal, qu'on fasse de l'intervention intégrée en faisant intervenir l'ensemble des professionnels de l'aménagement et qu'on cesse
de se cacher derrière une fiscalité déficiente pour autoriser n'importe quoi et nous dire de toute façon on n'a pas le choix, il faut remplir les coffres de la ville. Je pense que c'est un pari extrêmement périlleux pour l'avenir. Et quand on voit des réalisations comme celle du quartier international, on voit bien effectivement qu'il y a une autre façon de penser la ville, qu'il y a une autre façon d'assumer notre rapport à la ville, à son identité et notamment aussi à sa mémoire, qu'on est capable de recapter comme individu et non pas en se faisant passer un monument entre les dents, parce qu'il faudrait éventuellement rappeler que ça a déjà été un quartier qui avait une importance. Monsieur Clément Demers. Alors, bonsoir. Moi, je voulais aborder deux thèmes. Alors, d'abord, l'architecture du paysage et aussi l'architecture et le paysage. Comment l'architecture transforme le paysage. Bon, il y a des projets qu'on connaît, McGill College, c'est un projet, évidemment, qui rappelle l'ancienne perspective qu'il y avait sur l'Université McGill et sur la montagne. Donc, en 1986, la rue McGill a été réélargie, ce qui a mis en contact, évidemment, une partie du centre-ville avec la montagne. Donc, cette présence est là, c'est ce qui est très intéressant. Donc, ça a pu être réalisé à cette époque-là. Bon, dans le projet du quartier international, il y avait le cas du Square Victoria. Bon, Square Victoria qui avait été passablement amoché dans les années 60. En fait, dans les années 60, il y avait une bretelle d'accès qui avait permis à la rue McGill de rejoindre la côte du River ce qui permettait aux gens du Vieux-Montréal de se rendre plus vite à l'embouteillage un peu plus haut. Donc, le site a été reconfiguré. Donc, la partie nord du Square Victoria a retrouvé évidemment ses dimensions d'origine, bordées de rues. Le monument de la Reine a été ramené dans la partie sud. Et même le Square Victoria d'aujourd'hui, plus grand que le Square Victoria du 19e siècle, puisqu'on y a rajouté évidemment un espace supplémentaire. Donc, les emprises de rue ont été réduites. Et aujourd'hui, on a un espace qui n'est pas un espace victorien, mais un espace qui a permis évidemment de restaurer le monument de la Reine, qui est le plus vieux bronze de Montréal, et aussi qui a permis de donner un espace vert dans un quartier. Dans le cas du quartier du spectacle, évidemment, ici, il n'y a aucune mémoire à proprement dire. Pourquoi? Parce que tout avait été démoli à cause à la fois à cause des élargissements des rues comme Jeanne-Mance, Saint-Urbain. Alors, donc je vais passer à la prochaine diapositive, parce qu'elle doit aller là. Donc, je pense que le cas des îles de l'Expo sont intéressantes, parce que 25 ans après l'Expo, il y a eu un aménagement urbain, paysager, qui a fait table rase complètement de l'esprit du site. On a complètement fait disparaître, on a fait une imitation des aménagements de Todd, mais pas avec les mêmes qualités d'espèces végétales, pas les mêmes qualités d'aménagement, pas le même savoir-faire. Et on se retrouve aujourd'hui avec un aménagement qui n'a pas vraiment beaucoup de sens, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Et l'idée pour 2017, et ce que je vais vous montrer, ce n'est pas un projet définitif, c'est simplement des réflexions. L'idée, c'est justement de rappeler l'importance du site, rappeler les principaux axes de circulation sur le site, donner beaucoup de visibilité aux icônes qui existent et qui sont des icônes de classe mondiale, comme le calvaire ou le dôme de Fuller. Et donc de recréer un paysage urbain et qui répond aux besoins d'aujourd'hui et qui n'est pas une imitation de Todd et qui reprend évidemment les qualités de design qu'on retrouvait à l'Expo 67. Pourquoi? Parce que l'Expo 67, ça a été le triomphe du design sous toutes ses formes, c'est-à-dire que ce soit design, architecture, urbanisme, aménagement urbain, paysage, design industriel, même design mode. Alors on voit ici les aménagements les arbres qui sont là pour voir. Ben, ils ont 25 ans aujourd'hui pratiquement. Les arbres dans le quartier international, il y en a qui ont seulement 10 ans. Et les arbres dans le quartier international sont déjà 2 fois plus grands, puis ils vivent en milieu urbain, puis ceux-ci sont soi-disant vivent en milieu de parc. Alors on voit même que
au niveau des techniques de plantation, à l'époque, c'était pas tout à fait adéquat. Puis ces petits murets en pierre, c'est une mémoire de quoi? C'est certainement pas la mémoire d'Expo. Personne qui a fait des choses aussi, ce que je dis plus, mais en tout cas, aussi insignifiantes en 1967. Alors, l'idée, ce n'est pas définitif, c'est seulement l'idée, c'est de retrouver évidemment une vue vers le centre-ville, vers le Calder, des espaces dégagés qui correspondent aux besoins actuels avec justement des grands événements. Ici, on voit à peine le dôme de Fouleur, donc c'est capable de recréer une ambiance un peu plus intéressante. La promenade riveraine, on peut être n'importe où. Donc l'idée, c'est de retrouver le Calder prenne sa place. Il y aura évidemment plus d'arbres que ça, mais l'idée, c'est de faire un certain ménage et retrouver un lieu qui soit intéressant à fréquenter. Dans le deuxième aspect, qui est l'aspect de l'architecture et le paysage, c'est que l'architecture vient détruire souvent le paysage. Quand l'architecture est banale, surtout quand elle est dense, et plus on est dense, on devrait avoir le moins le droit d'être banal, et on devrait avoir l'obligation de l'excellence quand on veut percer des plafonds de hauteur. Ici, c'est un exemple d'un immeuble qui a été fait dans les années 70. Alors, un immeuble qui a démoli 3 ensembles à lui tout seul, en démolissant la maison de style néo-roman à l'intersection de Saint-Mathieu et René-Lévesque. Il a fait disparaître l'intérêt de l'alignement sur la rue René-Lévesque. La même chose sur Saint-Mathieu, puis même chose pour les sols grises. Alors, il a tout gâché au environnement avec un immeuble, évidemment, de qualité assez insignifiante. Ici, on a le marché Bon-Secours à l'Hôtel de Ville. Ça, c'est la vue que vous aviez il y a 3 ou 4 ans le soir. Maintenant, ce que vous allez voir, c'est le centre de recherche. Et ça va être le centre de recherche et le CUSUM qui va être éclairé le soir. Ça va changer complètement, évidemment. Le cas du Château Frontenac est intéressant. Le Château Frontenac a été complètement transformé en 1926 et avec un bâtiment de très grande hauteur. Mais aujourd'hui, Québec, c'est ça. Et on ne peut pas imaginer Québec sans Château Frontenac. C'est-à-dire que c'est un élément qui est venu marquer le paysage, un élément d'architecture qui est venu marquer le paysage. Alors, si cet élément est positif, c'est intéressant. Et on voit actuellement que ça domine le paysage de Québec. Mais il y a des petits bâtiments insignifiants qui commencent à se rajouter. Et il y en a d'autres qui pourraient venir. Alors, imaginez dans quelques années s'il n'y avait pas un certain contrôle. Et c'est ce qui arrive actuellement à Montréal. C'est ce contrôle qui commence à disparaître. Ici, l'exemple du viaduc de Milo, alors évidemment, c'est un ajout à un paysage. C'est non seulement un ajout à un paysage parce que c'est une œuvre absolument grandiose et magnifique, mais ça permet aussi de découvrir un paysage. Donc, l'apport au paysage est double dans le cas du viaduc de Milo. Alors, c'est ma dernière diapositive. Alors, les préoccupations qu'on devrait avoir, c'est justement ce paysage, ce centre-ville qui est entre la montagne et le fleuve, et comment on est en train peut-être d'altérer cette relation entre la montagne et le fleuve, des fois par une architecture qui est banale, qui n'est pas intéressante. Alors, on devrait s'assurer que lorsqu'on se permet de la densité, on le fait avec des qualités architecturales contemporaines qui soient de haut niveau pour constituer une valeur ajoutée au paysage. Merci. Est-ce que j'ai 5 minutes aussi? On s'est très bien nourri comme ça. Je vais juste essayer de retenir de chacune des présentations quelques idées clés. Du moins quelques interprétations. De la part de Mathieu, la mémoire portée par le sol, par le revêtement, j'oserais dire par la peau. Je dirais la mémoire dans la peau. Pour paraphraser le titre d'un film que vous ne connaissez pas de toute évidence. Et je pense que le sol, les revêtements des sucres sont effectivement porteuses d'identité. Du côté de M. Boumbarou, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'opposition entre le monument commémoratif et la mémoire inscrite dans les choses les plus ordinaires, dans les poteaux téléphoniques et ainsi de suite. Et je pense qu'effectivement, et ça nous renvoie directement à Griffintown, le tissu ordinaire, là où ont vécu les gens, là où vivent les gens, c'est là où se construit de la mémoire aussi. Jonathan, bon, il est question de disparition, il est question là aussi d'un caractère, d'une identité, d'une texture, d'une facture urbaine qui repose sur effectivement le vécu.
de générations d'ouvriers qui ont travaillé dans les usines, qui ont marqué l'espace urbain ici aussi. Et ce qu'on peut retenir de la position de Jonathan, c'est peut-être la notion de saccage. Chez Gérard Baudet, il y a la notion, et ça m'a semblé assez intéressant, d'insulte à la mémoire venant d'intérêts qui construisent leur propre monument à l'encontre du monument ordinaire de la ville, qui est aussi fait des traces du vécu des habitants, de leur travail et de leur manière de vivre. Chez M. Demers, évidemment, on parle de retenir, de lecture de l'espace urbain pour essayer d'approcher l'essentiel, et souvent il s'agit d'une configuration spatiale. Il s'agit d'un rapport entre les différents éléments, et il s'agit aussi peut-être de retrouver le minimum, c'est-à-dire dans le cas du père Jean Drapeau, par exemple, la configuration spatiale d'origine et les différents repères, effectivement, qu'on tend à occulter. Et finalement, moi, j'aimerais bien proposer une idée. Devoir de mémoire, honnêtement, ça m'a fait tiquer. Ça m'a fatigué aussi. Et j'aimerais bien soumettre la notion de désir de mémoire. Alors, à partir de là, je pense que vous avez amplement matière à réagir, et j'aimerais savoir si quelqu'un dans la salle, ou quelqu'une, voudrait prendre le flambeau. Alors moi, j'aimais bien le thème de la soirée. Je suis venue d'ailleurs pour ça, le devoir de mémoire, architecture de paysage et devoir de mémoire. Je regardais la proposition. Je travaille beaucoup avec des architectes paysagistes. Je ne suis pas architecte paysagiste. Je suis plutôt quelqu'un qui a travaillé en diffusion des connaissances et du patrimoine. Et souvent, je vais peut-être dire des gros mots, je vais sortir en courant, là, mais souvent, je trouve que les architectes paysagistes n'ont pas assez cette idée-là de devoir de mémoire. Ils travaillent beaucoup plus sur les formes, le beau, le design. Je regarde même dans le cas de la promenade Smith, même si on peut parler de mémoire sous la peau ou sur la peau, c'est quand même des pierres où il y a un travail qui est plus fait sur le mouvement. Mais j'ai dit dans la proposition absolument rien à propos de l'identité ou de la mémoire du quartier. Je donnais juste l'exemple, par exemple, de la voie ferrée. Vous l'avez souligné qu'il y avait une voie ferrée. Je me dis pourquoi on n'a pas intégré dans ces fameuses pierres-là un élément de mémoire de la voie ferrée. J'ai absolument pas senti dans le travail, qui est très beau, qui est très design, rien pour rappeler un petit élément de mémoire de ça. Et le devoir de mémoire, pour moi, reste important pour que les architectes paysagistes, je ne dis pas qu'il faut faire des stèles et des monuments commémoratifs, il faut inventer, il faut aller avec des nouvelles façons de faire, mais il faut que ça s'arrête plus. Alors, ce que vous soulevez comme question, au fond, c'est comment on répond soit au devoir ou à la nécessité ou au désir de mémoire, et comment, en fonction de cette volonté et des moyens qu'on met en œuvre, on peut effectivement rendre la mémoire vivante. Je ne sais pas si Mathieu veut réagir ou répondre à la question. Michel, bienvenue. Allez. Ça soulève la question de comment parler de mémoire, puis parler de mémoire de lieu, puis de relation avec un lieu, son passé, son histoire, à travers une intervention actuelle, donc contemporaine. C'est une question qu'on s'est posée beaucoup. Juste pour peut-être parler du projet, parce que là, c'est la question parle du projet, on pourrait parler de plusieurs projets, mais même aussi pourrait parler de l'échelle de Griffintown. À l'échelle de ce projet-là, puis je reviens sur la présentation de Mathieu, on n'a pas voulu non plus. Ça ne veut pas dire que dans le développement, il y a des choses qui sont plus didactiques, donc de rappeler des éléments avec des choses qui sont écrites. On a voulu parler de mémoire, parler d'éléments du site et de les mettre en valeur par cette surface au sol qui est très simple. Imaginons une page blanche sur laquelle on dépose un cube rouge. Donc, le cube rouge va être mis en valeur par la simplicité. Donc, je dis rouge parce que je vois la tour d'aiguillage qui fait partie du patrimoine
industriel du site, donc qui a été mis en valeur par cette surface qui va arriver jusqu'à son rez-de-chaussée. Donc cet élément de béton-là, cet objet-là va être mis en valeur par la simplicité du sol, autant que les pilotis, la structure du chemin de fer, donc le tunnel Wellington va être mis en valeur par cette surface au sol qui va faire ressortir cette architecture-là qu'on tend à banaliser. Et c'est un petit peu le sujet, en gros, de Griffintown. On a tellement banalisé qu'on a trop démoli. Donc, ça recoupe des sujets des présentations. Donc, comment cette architecture-là, banale ou même pas banale, très intéressante, qu'on a voulu remettre en valeur à travers cette surface-là, cette simplicité-là. C'est la même chose pour le chalet du Square Gallery, qui est l'autre élément rouge au-dessus de Mathieu, qui lui va aussi être mis en valeur par donc son architecture qui est très intéressante, qui parle d'une époque. Donc, comment va être mise en valeur par ce traitement au sol. Donc, ce liant-là et comment ce liant-là va faire lever les yeux vers, entre autres, en plus, l'architecture de la voie ferrée, qui est un élément patrimonial important pour le développement de Griffintown et pour donc, le projet urbain donc, qui s'inscrit dans la ville. Donc, ce n'est pas nécessairement en faisant des textes ou en écrivant ou en mettant des panneaux qu'on a voulu parler de mémoire, mais c'est à travers des gestes d'architecture de paysage, mais c'est des gestes urbains, des surfaces sur lesquelles on marche, sur lesquelles on roule, et donc sur lesquelles aussi on se rencontre pour prendre connaissance de ces éléments-là qui font partie du paysage, puis qu'on veut mettre en valeur, puis pas oublier. Alors, donc, finalement, ce qui est soulevé, c'est le rapport entre la mémoire, les usages aujourd'hui, les expériences actuelles, les modes de vie, et c'est effectivement, ce qu'il me semble, un équilibre qui n'est pas évident à atteindre pour les concepteurs urbains. Gérard? Je dirais d'abord, d'entrée de jeu, je me méfie beaucoup de cette mémoire anecdotique où on récupère des fragments de toutes sortes de choses. Et je me méfie justement de cette nappe qui permet de faire ressortir ces fragments. Je reviendrai à la conception que nous proposait André Corbeau du territoire, où il nous disait fondamentalement, le territoire, c'est un palimpseste. Chaque époque a produit sa couche et chaque époque détruit en quelque sorte une partie des étapes antérieures, mais il en reste toujours quelque chose. Et la richesse du territoire, c'est justement cette interpénétration de chaque couche qui a sa personnalité, qui a eu son apport et qui reste dans un état plus ou moins résiduel. Et je pense que si on avait vraiment voulu assumer une responsabilité à l'égard du territoire, la question qu'on avait dû se poser, c'est comment conçoit-on notre couche de manière globale pour venir la déposer sur ce territoire-là et quel est l'impact de cette couche sur l'ensemble des couches antérieures. Jusqu'à quel point est-on en mesure de préserver ce qui préexistait? Jusqu'à quel point est-ce que notre projet nécessite des altérations fortes? Et jusqu'à quel point on est prêt à assumer un défaut de mémoire pour mener notre projet? Et je pense que le problème actuellement, c'est, malgré tous les mérites du travail qui est fait, c'est qu'on est en mode rattrapage. On essaie essentiellement de sauver les meubles, on fait le tour et on se dit qu'est-ce qui est encore disponible pour rappeler la mémoire du lieu, alors que l'exercice est un exercice de planification intégrée qui aurait dû être fait en disant nous apportons notre contribution, nous constituons notre couche du palimpseste, comment la conçoit-on et quel est l'impact qu'elle va avoir. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on vient de lancer le livre sur les quartiers disparus de Montréal, qui fait suite à l'exposition des quartiers disparus de Montréal. Je crains que dans quelques années, on doive ajouter un chapitre et en disant on a été moins radicaux que dans les quartiers du Red Light, du Faubourg Amlas et de Victoriatown, mais essentiellement, on a eu le même résultat. On a éradiqué un milieu pour être capable d'insérer notre projet qui est pensé complètement en vase clos. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on est en train actuellement de mobiliser plein de gens pour dire, pour ne pas perdre la face, on veut faire du rattrapage, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il reste quelque chose après que les promoteurs se seront servis? Parce que c'est essentiellement ça qui se passe actuellement sur ce territoire-là. Ils se servent allègrement, ils siphonnent le potentiel du lieu et on restera pris avec le résultat à tous égards. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage et je pense que faire un projet urbain, c'est ajouter une couche à un palimpseste et c'est d'avoir le génie, justement, de la production de cette couche additionnelle et non pas essentiellement de travailler par bricoles interposées. Il y a plein d'exemples au Québec comme ça, on a toujours fait du rattrapage en fin de parcours. C'est des bricoles, puis là, on est obligé d'avoir un panneau d'interprétation parce que la bricole est incompréhensible en elle-même. Monsieur Demers.
Dans le cas de Griffintown, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas structuré des espaces urbains avant de concevoir le développement. Donc, les espaces urbains publics sont des résidus. Et forcément, on se trouve amené à les traiter un peu comme des résidus. Ils ne peuvent pas être très, très structurants. Donc, on essaie de trouver des éléments d'histoire pour se raccrocher à quelque chose, alors que s'il y avait vraiment eu une étude urbaine, on aurait d'abord identifié les espaces publics, comment ils peuvent former un réseau intéressant, comment ils peuvent structurer et comment ils peuvent créer de la valeur, même pour les promoteurs. Parce que l'espace public, c'est une adresse. Ici, il n'y a même plus d'adresse à Griffintown. Puis à la fin, Griffintown ne sera plus une adresse, parce qu'il n'y aura pas d'espace public. Le seul espace public structurant, c'est le canal de la Chine. Mais sinon, il n'y a pas d'autre espace public. Puis pour la ville a acheté un terrain, mais qui est constitué à un endroit où il serait structurant comme espace public. Donc c'est ça un peu aussi le problème. C'est que si on parle de paysage, il faut aussi qu'il y ait de l'espace pour faire du paysage. Ici, on ne crée pas de nouveaux espaces publics. Quand on veut créer de la densité, bien là, ce n'est pas possible de faire une architecture de paysage et des aménagements qui sont cohérents et structurés. Dino Boubin. Merci. C'est peut-être pas une adresse, c'est certainement maladresse. Griffintown. Peut-être se rappeler que Griffintown, c'est le premier quartier planifié de Montréal après ce que les Sulpiciens ont fait dans le Vieux. Hein. C'est quoi, 1800, le plan de Charlotte? 4. C'est avant la grille de Manhattan. Quand si on prend juste l'histoire des plans de ville, c'est quand même assez remarquable qu'on en soit rendu à faire quelque chose qui est complètement chaotique. Moi, je mets un petit peu en question l'aspect du palimpseste. C'est très à la mode, des mots comme ça. Moi, je préfère le modèle de la bibliothèque, où on ne met pas à la poubelle un livre, on enrichit la bibliothèque. Et c'est peut-être cette difficulté qu'on a, c'est que maintenant, bien sûr, on est capable d'effacer une couche, mais on descend 10 millions d'années en excavation, il ne reste plus rien. Hiroshima a laissé des traces, la bombe atomique. Alors que nous, quand on fait du projet de redéveloppement urbain, on efface complètement tout. Et après ça, effectivement, on doit le rattraper avec des espèces de bricoles, comme tu dis, le cliché des bandes en granit avec des mots là-dessus, ou la plaque ceci. Même le truc de l'école, l'IGA, là, avec le Métro Plus sur Notre-Dame, avec la petite maison qui a été gravée dans le verre. C'est intéressant en soi comme façon de faire. On voit qu'il y a de l'expérimentation. Mais des fois, on se dit, bon, c'est très classe, c'est très géométrique, design et tout ça. Par contre, ça n'a pas de puissance évocatrice. On est dans le data, on n'est pas dans la poésie. Et des fois, il y a une notion, je sais, c'est difficile à rentrer ça là-dedans dans le système, mais les notions comme l'authenticité, qui maintenant sont un peu galvaudées, l'intégrité, c'est pas juste à Charbonneau que la question d'intégrité se pose. C'est l'intégrité du patrimoine, du paysage urbain, des quartiers vivants, finalement, c'est tout ça. Et les 5 bidules que je mentionnais tantôt, nous, on a articulé ça à partir du moment où on a eu 2 débats à peu près en même temps dans les années 2006-2007. C'était le classement du Mont-Royal et c'était Griffintown. Et puis ça a permis de confronter des modèles qui étaient peut-être plus basés sur la ville comme un gros bâtiment avec beaucoup de pavillons, vers la ville, un territoire où... Et c'est un peu dans ce sens-là, par exemple, qu'il y a des discussions à l'UNESCO qui se déroulent sur la notion de paysage urbain. Il y a une recommandation qui a été adoptée en 2011 qui parle justement de non seulement de cette superposition, mais de cette cohabitation, de cette concomitance de choses. Et le problème, c'est quand on veut tout designer, mais on n'arrive pas à accepter que... Alors, moi, je ne sais pas, il y a des espaces reterres qui méritent d'être laissés en friche. Est-ce qu'on peut se payer des friches en ville? C'est peut-être une question aussi qui mérite d'être posée. Griffintown, c'était un peu une friche. Il y en a une qui existe dans les abords de l'échangeur Turcot maintenant, dans le pôle Gadebois. Puis là, le vol de l'organisateur est en train d'arriver là-dessus, mais il y a encore des lieux qui ont beaucoup de je m'excuse d'employer des termes un peu citoyens, là, de cachet. Tu sais, c'est pas l'UDA qui parle, là, mais il y a des endroits qui ont quelque chose qui fait que on aime ça le dimanche matin quand il y a pas, les camions sont pas là, d'aller se promener dans ces endroits-là. Peut-être que, comment est-ce qu'on rentre ça dans un plan? Et tantôt, je pense, vous savez, hier, c'était le schéma d'aménagement qui était discuté à l'hôtel de ville et tout ça, et la question qu'on a dit, nous, est-ce qu'on pourrait lui donner à reconnaître que le territoire a quelque chose qu'on appellerait une personnalité? Pas juste des densités, pas juste de la fonctionnalité, pas juste des paramètres.
mais on ne sait pas décrire un territoire maintenant, autrement que par ces règles. Et ça, c'est un gros défi qu'on a. C'est pas juste du rattrapage, c'est de l'invention qu'il faut faire. Mais on est une métropole culturelle, donc on a tout pour nous. Donc, c'est encore la question des moyens, en fait, parce qu'un plan semble inadéquat pour veiller à ce genre de choses. Et d'une certaine manière, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le souci de la mémoire doit pouvoir s'appliquer à tous les jours, dans toutes les circonstances, indépendamment des plans, et que c'est un travail qui doit être porté par chacun des acteurs, des administrations concernées, sachant que la question de la mémoire, elle interpelle la fonction publique, à tout le moins, de manière globale. C'est bien ce qu'on voit avec Griffintown. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, messieurs, dames, de l'auditoire? Ah, ben c'est bien ça. Moi, je vais répondre par une question à monsieur ici. Est-ce que vous pourriez nous illustrer des exemples de lieux qui ont fonctionné? Un palimpsestre qui aurait marché à Montréal ou ailleurs? Il y en a plein d'exemples. Si vous allez sur le plateau Mont-Royal, par exemple, vous allez découvrir des traces des premiers noyaux associés à l'exploitation des carrières, entre autres Laurier et Saint-Denis. Vous allez trouver des traces du passé industriel. Il en reste un certain nombre de bâtiments, même si plusieurs sont disparus. Ce quartier-là s'est construit sur une longue durée. Vous allez voir, par exemple, le phénomène de la rue Saint-Hubert, qui est une rue prestigieuse, bourgeoise, jusqu'à ce que la bourgeoisie déménage à Outremont. Donc, la rue Saint-Hubert est très large, très ambitieuse dans ses dimensions jusqu'à Mont-Royal. Et de l'autre côté de Mont-Royal, ça foire complètement. C'est une rue de quartier très banale parce que la bourgeoisie est disparue. Donc, on a beaucoup d'exemples. Si on va dans le sud-ouest, il y a des implantations très, très anciennes, des maisons rurales qui traînent dans les cours arrière parce que la campagne a été absorbée par la ville et on n'a pas tout fait disparaître. Il y a plein d'exemples. Il y en a à Laval, il y en a partout de ce genre d'exemples, de strates qui s'emboîtent les unes dans les autres. Évidemment, les strates les plus anciennes ne sont jamais complètement là, mais il en reste toutes sortes d'éléments. Ça peut être, par exemple, dans le Vieux-Montréal ou dans certains quartiers, les tracés des profils des maisons ouvrières très modestes qui ont été démolis. Il reste le tracé sur les murs latéraux des bâtiments à 3 étages. C'est tout ça, dans le fond, cette imbrication. Et je reviens sur ce que Dino disait. Ce que je disais, c'est que nous ne devons pas détruire les traces. Nous devons justement prendre acte de ce palimpseste au moment où il nous parvient. Et là, se poser la question, comment ajoutons-nous notre couche à ces couches-là? Et malheureusement, effectivement, ce qu'on fait, c'est que trop souvent, on détruit ces couches-là comme si ça n'avait aucune importance. Mais dans les quartiers qui se sont façonnés en mode un peu improvisé, en mode plus vernaculaire, on trouve plein de ces fragments d'époque, de toutes sortes d'époques, qui sont parfois très difficiles à lire, qui sont parfois très explicites et qui font la richesse des lieux. Merci. Merci. Il y avait un autre commentaire. Je crois que la grande échelle a été bien adressée de façon très claire par le monsieur qui n'avait pas d'image, mais qui avait un super beau langage. Je fais face à un petit panneau ici devant moi, où parmi les explications et les noms, il y a quelque chose qui renvoie à une rivière urbaine. Alors je dois vous dire que à mon échelle ici, c'est ni plus ni moins qu'un caniveau recouvert d'une plaque de bronze ajourée qui va servir probablement pour renvoyer l'eau qui va être utilisée pour nettoyer le granit. Je me demande si vous n'avez pas manqué une occasion extraordinaire d'appeler ceci la rivière de la mémoire. Parce que l'eau bouge. L'eau, c'est le mouvement. Et je crois que c'est peut-être trop tard, mais ce n'est pas grave, parce qu'on est là pour discuter entre collègues. C'était une occasion, à mon avis, pour manifester le temps de façon un peu plus évidente, avec un cours d'eau parallèle à ce qu'il y a autour, et qui serait jalonné d'éléments à des points qui renverraient un peu comme Corridor le faisait à certains éléments du passé. Voilà, je crois que après presque 30 ans d'enseignement, ce qui me reste, c'est de mon enseignement, c'est de, s'il vous plaît, utiliser les mots comme il faut. Alors un petit caniveau de drainage, ce n'est pas une rivière. Voilà. Une autre main s'est élevée. Oui, j'arrive. Je me nomme Gary Conrad, architecte. Je suis aussi membre du CCU du Sud-Ouest où ces projets-là se réalisent.
Et j'ai apprécié beaucoup les présentations et j'apprécie aussi beaucoup le fait que Granny Smith va probablement créer un précédent qui va être remarquable, qui va probablement pouvoir attirer le regard sur une grande problématique, que ce soit nous comme membres du CCU, s'il y a des présentations publiques où le public essaie de s'adresser puis comprendre des choses. Ce qui est le grave problème dans tout ça, par rapport à mémoire et paysage, il n'y a aucun point de référence dans la documentation de la ville ou les critères d'évaluation que les membres du CCU évaluent des projets ou que les citoyens sont appelés à commenter des programmes. C'est complètement inexistant de notion de paysage et de mémoire. Donc, la grande question, c'est comment est-ce qu'on pourrait rendre cette idée-là vivante à travers la documentation de la ville, à travers la documentation qui est disponible aux citoyens pour les inciter, parce qu'il y en a beaucoup de ces gens-là dans les séances publiques qui parlent du mémoire du lieu, mais via le vécu humain d'un quartier comme Saint-Henri, etc. Mais dans le fond, leur parole reste comme vide, non directionnée et non résolue, parce que dans le fond, il n'y a pas des paramètres qui existent, qui peuvent inciter à ce que ça devienne des réalités à travers les projets qui sont présentés, que les architectes essaient de faire quand même de leur manière. Donc, la grande question, comme je dis, c'est comment est-ce qu'on peut formuler des recommandations, définir des points de référence qui traitent de ce sujet-là, qui peuvent être implémentés à travers la Ville de Montréal. Y a-t-il des possibilités? C'est un petit peu le même genre de préoccupation et de questions. Moi, je me demande personnellement comment est-ce qu'on en arrive encore là. J'ai écouté toutes les présentations que j'ai trouvées toutes très justes. Chacune, je me retrouvais dans chacune des présentations. Mais je me demande comment est-ce qu'on fait pour en arriver là. Moi, si je vous dis brièvement que quand j'ai commencé, jeune architecte paysagiste et urbaniste, à Trois-Rivières puis à Québec, on travaillait surtout sur des villes de moyenne grandeur, disons. Et régulièrement, les conseils municipaux auxquels on s'adressait, en général, passaient leur temps entre deux parties de hockey à réviser les plans directeurs d'urbanisme. Hein, c'était à peu près la situation à l'époque. Bon, on se retrouve maintenant presque 40 ans plus tard. Et on voit qu'à Griffinton, il y a eu un plan d'aménagement, un plan, le PPU, bon, le plan particulier d'aménagement. Je ne sais pas ce que vaut vraiment ce plan, je ne l'ai pas étudié en détail, je dois vous dire, moi je regarde juste ce qui se passe, j'analyse, je documente ce qui se passe en photographie et en montage photographique, mais je ne sais pas ce que ça vaut, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même eu des permis de construction qui se sont donnés avant même que ce plan-là soit seulement examiné d'une façon un peu sérieuse. Je sais qu'il y a un office de consultation publique qui est venu trop tard, donc on se demande à quoi il sert, parce que comment on s'est servi de ces gens-là, pourquoi on s'en est servi, parce que c'était trop tard. Entre-temps, comme architecte paysagiste, moi ce que j'ai constaté, je ne sais pas s'il y a encore du son, mais c'est pas grave, je vais essayer de parler plus fort. Ce que j'ai constaté, c'est que, pour illustrer ce que disait M. Demers, la mémoire, elle est dans le lieu, mais elle est aussi autour du lieu. C'est-à-dire, ils communiquent, ces lieux-là. En paysage, ça communique. Tout communique. Et bon, Griffinton, en paysage, on peut voir que, bon, à l'heure actuelle, la montagne, elle va disparaître quand on est au sol. Avant, elle était très présente. Les différences d'échelle, ça écrase absolument tout. Là, c'est absolument incroyable. Il y a quelques petites maisons là, qui restent du côté de la rue Sainte-Anne, qui sont complètement écrasées. Mais il faut vraiment voir ça, là, c'est absolument incroyable. Alors, il y a ça, il y a des différences d'échelle absolument. Le fleuve, et la vue du canal, vue d'en haut, de plus haut, c'est assez aléatoire aussi. Ma foi, au point de vue paysage, on ne peut pas dire que ce soit une très, très, très grande réussite. Hein. Alors moi, je me pose vraiment la question, c'est une question que je me pose. Je me dis, comment ça se fait que ça ne marche pas comme ça? On est au même point qu'il y a 40 ans. C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Je me dis, est-ce que ce sont les bonnes structures? Est-ce que apparemment, les services d'urbanisme qui sont en place en arrondissement n'ont pas pu empêcher certaines choses? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et je pense qu'on devrait peut-être y penser. Peut-être aussi une suggestion, peut-être qu'il faudrait y penser dans nos associations, corporations, ordres et autres choses professionnelles,
et peut-être aussi avoir des suggestions à ce sujet-là qu'on pourrait faire conjointement, parce que c'est sûr qu'il y a une structure qui ne fonctionne pas. Je sais que hier, il y a eu une émission à laquelle participait Gérard Baudet, ici présent, et il signalait quelque chose qui avait bien marché finalement ailleurs, à Toronto. Et bon, alors qu'est-ce qui nous manque à nous? Je ne sais pas, j'adresse, et puis c'est un sujet de réflexion personnelle, comme personne qui a pas mal vieilli, qui maintenant fait des photos de paysages et des montages sur la mémoire du lieu, précisément, mais qui se pose encore bien des questions sur notre manière d'avancer ensemble, et non pas séparément. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était Daniel Routaboul, professeur retraité de l'École d'architecture de paysage, qui est l'auteur des photos que vous voyez du côté vis, qui effectivement sont d'excellents témoignages d'une documentation de cette mémoire. Écoutez, je vais tenter de vous donner une réponse en vous contant une anecdote. Il y a quelques années, je suis allé à une série de conférences sur les grands projets urbains à Paris, à la Défense. Pas tellement loin d'ailleurs d'un projet qui est magnifique, qui est Courbevoie, qui est vraiment un projet urbain extraordinaire. Et pour chaque présentation, il y avait l'élu, il y avait le promoteur et il y avait le responsable de l'aménagement de la ville ou de la communauté dans laquelle ce projet se réalisait. Alors, il se présentait et puis il parlait du projet. Puis après 5 minutes, on ne savait plus qui était l'élu, qui était le promoteur, puis qui était l'aménagiste, parce qu'ils avaient le même langage. Ici, là, on saura toujours qui est le promoteur, on saura toujours qui est l'élu, et on saura toujours quel est le professionnel. Je pense qu'il y a un manque de culture urbaine. C'est sûr qu'en Europe, il y a des villes qui ont 1000 ans, 1200 ans, 800 ans. Nous, on va avoir 375. Mais je pense aussi qu'il y a un manque d'intérêt à connaître c'est quoi une ville, c'est quoi les qualités d'une ville. Et puis les élus, c'est sûr que, d'abord, il y a beaucoup d'élus. Quand il y a beaucoup d'élus, ça ne permet pas nécessairement d'avoir toujours d'excellence. Quand on pense à un maire comme Lallier, le maire Lallier, c'était un élu qui était visionnaire, cultivé, intègre. Il n'y en a pas souvent beaucoup comme ça. Hein? Visionnaire, cultivé, intègre. C'est quand même assez fondamental quand on veut faire de l'aménagement, quand on veut inspirer d'aménagement dans une ville. Puis je pense que c'est une partie du problème, le manque de culture urbaine. Puis moi, je m'inquiète aussi des fois pour la jeune génération des urbanistes, qui manque des fois de culture urbaine, qui ne voyagent pas assez, qui travaillent souvent pour des promoteurs, puis qui endossent. Les projets des promoteurs, c'est fait par des collègues. Hein? Ces projets-là, c'est des collègues qui ont travaillé à les monter. Alors, je pense qu'il faut se poser des questions. À la fois, est-ce qu'on arrive à intéresser assez la jeune génération à ces questions-là dans l'enseignement? Ou est-ce qu'il y a assez d'heures dans l'enseignement pour intéresser les étudiants à ces questions-là? Je pense qu'il faut se poser des questions parce que c'est vrai qu'en 40 ans, ça n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là. Une des choses peut-être par rapport à ces questions qui nous viennent, puis je retiens celle du collègue du Sud-Ouest sur le CCU, c'est, par exemple, on parle beaucoup de plans d'urbanisme, mais est-ce qu'on pourrait avoir un 4D d'urbanisme, un 3D d'urbanisme? On a travaillé beaucoup le territoire en plan, alors qu'il existe dans l'espace, il existe dans le temps, il existe dans la société. Et ça, c'est un gros problème. Peut-être que nos amis des instituts, là, ils pourraient peut-être inventer quelque chose d'intéressant là-dessus. Là. Je sais bien qu'ils nous laissent en avant dans les tranchées là, avec nos bottes et puis les rails, mais ce serait bon qu'ils inventent quelque chose. Puis des plans d'urbanisme, peut-être qu'on est rendu au 21e siècle aussi. Et ça, je pense, ça nous aiderait beaucoup. Par exemple, on a créé énormément de paysages à Montréal. On a créé probablement 10 000 paysages sur la montagne, mais ce sont des porte-patios, des blocs de condos qui regardent la montagne. On a privatisé ce qui était le paysage collectif. Il y a une question qui est l'urbanisme fiscal dont parlait Gérard avec beaucoup de talent. Il y a la question de la dernière image de Clément sur les deux massifs. D'ailleurs, le schéma d'aménagement de l'agglomération
d'une manière complètement irrespectueuse, met ensemble la silhouette du centre-ville et la montagne. C'est un tout, ça. Je veux dire, d'accord, le requin et le poisson pilote forment un tout. Biologiquement, ça fait ensemble, mais si on pouvait être réaliste, la montagne, là, c'est 65 millions, puis dans le centre-ville, il y a un paquet de cochonneries qui ne mériteraient même pas d'exister. Alors, on devrait peut-être mettre des priorités là-dedans. L'autre chose, et je pense que ça pourrait être un élément intéressant dans cette notion de territoire comme un bien commun, la Ville de Montréal a fait des grands progrès avec des énoncés d'intérêts patrimoniaux. Ça se fait pour des bâtiments. Ils commencent à réaliser qu'il y a plus que ça à Montréal, à travers des ensembles comme l'Hôtel-Dieu, le Royal Vic, qui a été réalisé, c'est sur le web. Allez le voir, comment est-ce que ça pose des questions nouvelles de faire un énoncé de valeur patrimoniale pour un territoire complexe, multicouche, beaucoup de dimensions sociales, symboliques et physiques, comme un ensemble comme le Royal Vic ou encore le métro de Montréal. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des énoncés qui parlent de la personnalité du territoire dans lequel on intervient? Et je sais que ça a l'air peut-être naïf, mais des fois, il faut viser haut. C'est Gérard qui nous le rappelle toujours. Viser haut, c'est moins encombré. En citant le général de Gaulle, on voit que c'est le petit côté militariste de Gérard. Nous, c'est plutôt militant chez nous. Nous, c'était Malraux, par contre, mais on ne fume pas. Alors, Gérard est directement interpellé. Peut-être deux remarques en passant. Il y a la question des acteurs qui a été soulevée, et je connais beaucoup de fonctionnaires dans les services municipaux qui se plaignent d'ailleurs de ne pas être écoutés par l'administration politique, disons. Et ça, je pense qu'on ne le voit pas suffisamment clairement quand on est de l'extérieur. Donc, la question, c'est est-ce que les outils de l'urbaniste sont adéquats pour aborder ce genre de questions? Bon, en bonne partie, les outils sont ce qu'on en fait. Je pense que ce n'est pas nécessaire de réinventer la roue complètement. Mais je voudrais aborder deux aspects rapidement. Bon, on a parlé tantôt des différences d'échelle. Il faudrait aussi être conscient qu'il y a des différences d'échelle dans la temporalité. Et penser qu'on peut construire un quartier de ville en moins d'une décennie juste pour qu'on remplisse les coffres de la ville, c'est de faire le pari d'un échec. J'évoquerai l'exemple de Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal est fondée au début des années 1910. Les derniers gros bungalows, les derniers bâtiments apparaissent dans les années 60 avec le Centre Rockland et justement les grands bungalows à l'américaine. Donc, ça se construit sur 7 décennies, mais en conservant l'idée de départ. Le plan de Todd a été maintenu intégralement tout au long du parcours et on n'a pas bazardé le plan, on ne l'a pas refait à chaque fois en disant, bon, c'est une nouvelle époque, on redémarre, on transforme tout. Non, ils ont dit, il y a une ligne directrice, il y a un canevas de base, la ville va se construire. Chaque époque a son style architectural, a son apport architectural, mais la trame de base, elle est maintenue. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce qu'on vient de lancer à Ville-Montréal un exercice de consultation citoyenne parce que les gens commencent à être inquiétés, il commence à y avoir des monster house qui remplacent les plus petits bâtiments, il y a des pressions au centre-ville. Et donc, la municipalité a convoqué la population pour leur demander qu'est-ce que vous voulez comme avenir pour cette ville-là, jusqu'à quel point on se permet de transformer, mais en gardant un certain nombre de choses qui vont être intouchables, notamment le plan de Todd des origines, donc cette configuration globale. Et là-dessus, je dirais, il y a deux grandes catégories de contexte dans lesquels on peut faire du projet de ville. Je ne dirais pas du projet urbain, mais du projet de ville. Il y a les projets qui ont lieu dans des quartiers habités, fortement appropriés par les populations, que ce soit des locataires ou des propriétaires, souvent avec des organismes militants, comme dans le sud-ouest de Montréal, où là, il faut négocier avec ces gens-là le projet de ville. On doit le négocier, on doit le travailler, il faut les travailler au corps, et nous travaillons au corps également. Ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, c'est les espaces désertés. Comment fait-on pour aller chercher un point de vue extérieur à la machine de production quand on est dans des quartiers désertés? Parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Quand on élargit le boulevard Saint-Joseph pour le rendre totalement disponible à l'automobile, la raison est bien simple, c'est que la bourgeoisie a quitté. Quand la rue Saint-Denis, quand la rue Dorchester deviennent des grands boulevards urbains essentiellement à logique automobile, la raison en est qu'on a pu les détruire parce qu'il n'y avait plus de population pour résister. Il y avait des chambreurs, il y avait des locataires, on tasse ça rapidement et on fait du projet. Et Griffintown, c'est ça. C'est un projet inhabité, presque totalement vidé de sa population. Et donc, on n'a pas ce contrepoids au projet urbain. Et là, le problème, c'est qu'on laisse les promoteurs assumer le leadership. Et je dirais que si on se compare, par exemple, avec les États-Unis, on n'a pas véritablement une culture de l'urbanisme corporatif. Par exemple, des réalisations comme le Rockefeller Center, où le promoteur est en avant de la ville, on a des promoteurs qui ont des ambitions énormes et qui misent sur la qualité.
Et donc, on produit des icônes de la transformation de la ville. Nous, on n'a pas ça. On laisse le premier venu dire « J'ai engagé un architecte, voilà, c'est flyé, ça fait des belles perspectives. Laissez-nous aller, puis vous allez voir, il y a des rentrées fiscales. » On n'a pas la culture de l'urbanisme corporatif. On n'a pas le contrepoids citoyen pour venir interpeller les gens. On a un service d'urbanisme qui est muselé depuis des années, où les gens se cachent dans les placards parce qu'il n'y a plus rien à faire. De toute façon, on ne leur demande pas leur avis, sauf quand il est trop tard. Et donc, on a un contexte général qui mène à ce genre de situation-là. Ce qu'il faudrait, c'est trouver des mécanismes, comme le l'office de consultation, mais en temps et lieu, pas quand à peu près tout est achevé, pour dire, donnons-nous les moyens, en absence de population, dans un contexte où on se méfie des promoteurs, donnons-nous les moyens d'envisager l'avenir de manière intelligente, puis arrêtons de penser qu'on fabrique de la ville en 5 ans. Des quartiers complets, ça ne se fabrique pas en 5 ans. Il n'y en a pas d'exemple, en tout cas dans le contexte montréalais, dans le contexte québécois en général. Et donc, il faut assumer cette dimension de la temporalité. Et je reviens là-dessus, à l'exercice Montréal 2025. J'ai souvent posé la question à des gens du service d'urbanisme en disant, c'est quoi cette idée de laisser les promoteurs d'une trentaine ou d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de projets nous dire ce que va être notre ville dans 25 ans, alors que c'est un bricolage de n'importe quoi dispersé sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir notre propre vision, notre propre cohérence, notre propre échéancier, puis après ça, convoquons des promoteurs, mais arrêtons d'être à la merci des promoteurs. Et pour l'instant, essentiellement, on est à la merci des promoteurs. Donc, un script général avec un regard sur le temps. Et comme disait M. Boumbarou, des outils qui sont non seulement en 2D, c'est-à-dire le plan, mais aussi 3D et même 4D. Donc, si on inclut le temps, 5D, quelle est la société? 5e dimension. Il y avait un commentaire ici. Oui, on a beaucoup parlé du lieu, et de la mémoire, et en fait, vraiment, du coup, de l'espace. Mais ce qui est plus important, parce que la mémoire, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'humain, et on n'en a pas assez parlé, je pense. Là, on a vu des projets, des espaces qui sont délaissés, donc peut-être qu'il y a de la mémoire, mais elle a disparu. Et ce qui est important, c'est de redonner vie à ces espaces-là, et ils reprennent vie à travers les gens, à travers des nouveaux usages, des nouvelles relations. Et à Montréal, il y a des choses qui se passent par rapport à ça, des espaces qui sont délaissés et des initiatives citoyennes. J'ai participé à des ateliers pour des espaces délaissés, des petits parcs dans Maisonneuve, Hochelaga. Donc il y a vraiment des gens qui s'intéressent à l'espace, qui vivent et je pense que ce qui est important, c'est pas qu'il y ait... il y a des administrations qui gèrent des choses, qui font des plans d'urbanisme, des choses comme ça. Mais le plus important, c'est les gens qui pratiquent l'espace et c'est eux qui sont plus à même de répondre vraiment à ce qu'il faut faire et ce qui peut changer l'espace et ce qui peut le rendre le réactiver dans la mémoire des gens et de créer des nouvelles histoires. Et donc, on voit des initiatives depuis plusieurs années où les citoyens écrivent l'histoire de leur quartier, écrivent l'histoire des sites délaissés dont vous parlez. Ça se voit depuis au moins 20 ans. Il y a d'autres commentaires? Oui. Ben, oui, après ça sera la salle. On est ici dans un lieu qui célèbre la création, la créativité. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le temps de vie d'un architecte paysagiste qui doit travailler, lui, malgré l'immobilisme de l'urbanisme, malgré l'inculture de nos pouvoirs publics, malgré tout ce qui se passe de terrible et d'effrayant avec les méchants promoteurs. Dieu sait que je les ai moi-même conspués autant comme autant et publiquement. Mais là, j'aimerais qu'on revienne un petit peu quand même à ceux qui sont pris avec ce problème-là et qui ont envie de créer tout de même, de créer un espace. Alors, je pense à Nip Paysage, mais il y en a d'autres ici, des créateurs dans la salle, et même Monsieur Demers, qui a créé certains quartiers complets. Donc, j'aimerais tout de même revenir à cette histoire d'architecture de paysage. Est-ce que vous avez l'impression de faire de mettre des plasters sur le bobo, ou est-ce que vous avez quand même l'impression de créer le paysage de demain? Est-ce que c'est faisable et par quels outils? Une fois qu'on a pleuré, qu'on s'est bien tous jetés à terre de désespoir, il y a quand même des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont 30 ans, 40 ans.
la vie passe. Pendant ce temps-là, ils font des plans quand même. Alors, comment ils font? C'est ça qui m'intéresserait. Et est-ce qu'ils sont pris entre l'arbre et l'écorce? Il y a des étudiants de l'École d'architecture de paysage ici. On va peut-être essayer de les interpeller, mais pour l'instant... Bonjour, je ne suis pas une étudiante en architecture de paysage, mais j'ai étudié l'architecture, j'ai travaillé à la Maison de l'architecture aussi jusqu'à récemment. Puis, en fait, j'avais 2 commentaires, mais pour faire suite à ce qui vient d'être dit de Mme Gironnet, je vais aller dans ce sens-là. Mais pour commencer, en fait, c'était le commentaire d'avant qui m'interpellait aussi, parce que moi, on ne fait pas des quartiers en 5 ans, évidemment, mais on ne les défait pas non plus en 5 ans. Puis je pense que Griffintown, c'est un cas, et en fait, je sais, parce que j'ai travaillé avec des gens aussi qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire de Griffintown, comment en fait, Griffintown a une grande histoire aussi d'activisme social, où on a demandé à plusieurs reprises d'avoir des centres culturels, d'avoir une certaine animation. Puis je pense que la ville a longtemps fait la sourde oreille à ce genre de demande depuis, là, je parle depuis les années 40 et même avant. Donc, je pense qu'on a creusé, mais en fait, l'administration sûrement a fini par creuser finalement le propre désert qu'on qualifie Griffintown, même si je connais des gens avec qui j'ai travaillé qui seraient contre l'idée de qualifier Griffintown comme un désert urbain ou une espèce de friche complètement vide où il n'y a pas d'activité, parce que finalement, ça a été vraiment un terrain très fertile, à la réflexion urbaine, artistique, pendant ces années où justement Griffintown n'était pas encore sous la griffe des promoteurs. Mais en fait, pour faire suite finalement à ce que Sophie disait, je pense que, puis en fait à d'autres commentaires qui ont eu par rapport à la consultation populaire, je pense que c'est vrai que c'est toujours difficile à savoir comment intégrer ça. Puis je pense que, par exemple, quand on va en concours, par exemple comme pour le projet de NIP, je pense que c'est d'autant plus difficile de prendre le temps et d'avoir le temps après, une fois même le concours gagné, de pouvoir se retourner et consulter. Puis, à titre d'exemple, je vais juste donner ce qu'on a fait cet été. On a organisé des laboratoires communautaires, laboratoires urbains dans Griffintown, mais plutôt par rapport à la tour d'aiguillage pour faire suite au concours. C'est pas vraiment au concours, mais à l'appel que la ville avait fait pour rendre la tour d'aiguillage un genre de centre culturel. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même répondu à l'appel. Puis je pense qu'il y a encore, malgré tout, de la vie à Griffintown, puis encore des choses à tirer de ce lieu-là. Puis on a fait une exposition à la Fonderie Darling à la fin de l'été avec les résultats de nos laboratoires. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impressionnés par ce qu'on peut en tirer. Puis j'ai l'impression que beaucoup dans le design, j'entends M. Demers ou même les gens chez NIP, on a souvent l'impression qu'avec le design, on peut régler beaucoup de problèmes, mais je pense qu'on oublie souvent d'écouter finalement la population, même si on veut très fort, les intentions sont bonnes de vouloir faire ça pour la population, mais je pense qu'on laisse très peu de place des fois à un peu ce que peut-être M. Dino Boumbarou parlait de friche. On se laisse peu d'espace vide, pas vide, mais disons non contrôlé par un design presque excessif, on dirait. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Ces tours-là vont sans doute vieillir, puis on aura sûrement une autre problématique dans plusieurs années. Peut-être qu'il faudra les remplacer ou faire autre chose avec, mais bon, c'est ça. C'est mon commentaire. Alors, les tours sont peut-être, si on rigole un peu, le patrimoine de demain. Les professionnels, êtes-vous entre l'arbre et l'écorce? Êtes-vous inconfortable? Est-ce qu'on fait trop de design? Comment vous réagissez à ces derniers commentaires, messieurs, dames? Oui. On a beaucoup parlé de mémoire et de Griffintown, et personne n'a cité le livre de C.T. Below the Hill, qui est la mémoire du quartier, et qui est une mémoire assez épouvantable. Et le problème qui se pose, à mon avis, souvent, c'est de savoir comment cette mémoire-là d'un quartier qui était dur à vivre, terrible même, quelle mémoire est-ce qu'on veut porter aujourd'hui ou qu'on veut transcrire aujourd'hui dans des aménagements qu'on veut charmants, conviviaux, agréables et tout.
la mémoire de Griffintown, c'est une mémoire de misère quand même, et comment est-ce qu'on peut traiter ça? Je me pose la question, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. Quelle mémoire veut-on mettre en valeur? Je vais peut-être répondre aux deux dernières interventions. D'abord, je trouve ça intéressant que Pierre se soit levé, parce que Pierre et moi, on était, t'en souviens, Pierre? On s'occupait d'une coopérative d'habitation. On avait restauré des maisons ici, juste sur la petite rue. Et on gérait ces propriétés-là, puis on les a transférées, dans les années 70, ça fait longtemps ça, transférées aux occupants. Et on pensait naïvement qu'on pouvait rebâtir peut-être le quartier à partir des fragments, puis ramener une population qui se prendrait en main sous forme de coopérative. Évidemment, on vivait de subventions. Et on a eu un gros dilemme à un moment donné parce que la Société canadienne d'hypothèque et de logement, qui nous donnait des subventions pour nous aider, puisqu'on était un organisme sans but lucratif, ça s'appelait Destination Habitat, bien, ils ont décidé de remplir les biefs pour faire des comptoirs postaux. Puis là, on s'est dit, est-ce qu'on proteste contre ce saccage de l'histoire du quartier, qui est le canal de la Chèvre? Puis si on proteste, on n'aura plus d'argent, nous, pour s'occuper des coopératives. Voyez-vous, souvent dans la vie, il y a ce genre de dilemme-là. Mais par chance, les comptoirs postaux, c'était pas irréversible finalement, parce que les changements technologiques ont fait que c'est devenu désuet. Les comptoirs postaux sont devenus le plus beau projet de tout Griffintown, des bassins de Nouveau Havre. Pourquoi? Parce que le promoteur, la SIC, avec les professionnels et avec des spécialistes, ont impliqué l'ensemble de la population. Ils ont fait un projet où on retrouve toutes les traces du passé, les anciens biefs, en tenant compte de la contamination très, très élevée du site. Ils ont fait un projet avec une mixité sociale et une mixité fonctionnelle. Et ça, c'est le premier projet qui a démarré à Griffintown. Alors, pourquoi on n'a pas pris cette démarche-là qui était exemplaire à tous égards pour que ça inspire le reste? Après ça, les bulldozers des autres promoteurs, et encore là, pour faire un bon projet, ça prend un bon développeur. La SIC, à l'époque, était visiblement un très bon développeur. Ça prend des bons professionnels. Mais à défaut d'avoir un bon promoteur, il faut que les professionnels éduquent un peu le promoteur. Si les professionnels sont serviles vis-à-vis le promoteur, puis disent « Ah, vous voulez les picarés, on vous arranger ça. » Et puis, mais c'est là que ça ne marche plus. Alors, je pense que dans le Griffintown, on a le meilleur et le pire dans la même époque de reconstruction. Et le problème du pire, c'est pas comme les comptoirs postaux qui ont été là pendant 25 ans. Le problème du pire, c'est que quand vous transformez ça en condo, c'est irréversible. Imaginez racheter chacune des propriétés. C'est irréversible. C'est pas comme du locatif, là. C'est irréversible. Ce qui est là, c'est là pour 200 ans. Alors, tandis qu'un immeuble à bureau peut devenir désuet, un immeuble locatif peut devenir désuet. Il y a même une tour résidentielle qui a été démolie sur Crescent, qui était une tour affreuse, en béton, qui avait justement complètement scrappé le paysage puis l'échelle de la rue, puis qui a été démolie parce qu'elle était devenue désuète, un hôtel ou je ne sais pas trop quoi, l'hôtel de la montagne. Mais ça, on ne verra jamais ça dans les condos, parce que c'est 200 propriétaires qu'il faut acheter. Imaginez-vous, le remembrement de 200 propriétaires, c'est impensable. Alors, il y a eu... C'est dommage qu'on voit ce qui est arrivé après les bassins de Nouveau Havre, parce qu'il y avait de l'espoir avec ce projet-là, mais là, malheureusement, le reste, c'est venu trop vite, un peu n'importe comment, l'absence de leadership politique, l'absence de règles claires, et puis, évidemment, là, un promoteur qui, je pense, a été mal éclairé. Il n'a pas été bien éclairé au bon moment pour... Ça ne veut pas dire que le promoteur était mauvais au départ. Hein? Bonsoir. Bon. Je vais me présenter, je m'appelle Éric, je suis jeune étudiant en urbanisme. En fait, c'est ma première session. Puis justement, j'ai plusieurs craintes face à ces études-là, parce que je ne sais pas si je vais avoir place à la créativité, justement. Mais j'ai eu quelques mots qui m'ont sonné des cloches, comme la richesse des lieux pour Griffintown, la personnalité du territoire, etc. Je sais que Griffintown, en ce moment, c'est un quartier qui a beaucoup d'artistes urbains, mais il y a aussi, comme la mémoire sensorielle, que je pourrais appeler. Moi, je vis Griffintown. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui le vivent aussi, mais bref, à tous les matins, vers 7h, 8h, il y a les chevaux qui galopent. C'est incroyable. Chose dite.
Ensuite de ça, le canal de la Chine est très, très, très proche. Puis j'aimerais ça peut-être voir dans le futur des calèches, au lieu d'aller vers le Vieux-Montréal, s'en aller sur le bord du canal de la Chine en calèche, aller rejoindre l'écurie, une vieille écurie. Mais plein de trucs de garder qu'est-ce qu'on a de puissant dans ce territoire-là, puis juste le mettre en valeur à un point tel que ça va devenir un lieu, un incontournable. Donc un incontournable conforme à son identité. Finalement, c'est-à-dire un incontournable basé sur la vie même de Griffintown. Quelqu'un d'autre vit à Griffintown? Pour enfoncer encore plus la déprime, là, peut être encore au plus bas pâquerette. Je marche beaucoup, je fais beaucoup de photos, même dans ce quartier-là. Puis je travaille dans le centre-ville. Je marche. À midi, je pars, je vais me promener. Je me rends compte que je ne peux pas m'asseoir. Hein, devoir de mémoire, il faut du temps pour pouvoir le voir, l'apprécier. Je ne peux pas m'asseoir nulle part. L'humain n'existe pas. Je me rends à mon édifice, il y a un promoteur qui bâtit quelque chose. Il a décidé ce jour-là de remplir le trottoir d'un amas de terre. Je ne peux plus prendre le trottoir qui nous appartient pour aller là. Y a-t-il quelqu'un à la ville qui dit au promoteur: hey, vous ne pouvez pas briser le milieu de vie des gens, préoccupez-vous des gens, comment ils vont marcher, comment ils vont vivre dans cet endroit-là. Ça n'existe pas, ça. On s'en fout. Fait qu'on est loin d'avoir des beaux projets comme ça. Même la base, là, la ville se fout de nous. Voilà. En fait, il y a surtout des permis d'occupation du domaine public qui sont donnés, Gérard. Peut-être quelques interventions en vrac, là. Donc, je voulais parler de l'intervention du monsieur du CCU. Donc, je trouvais ça intéressant parce que parler du paysage en général, c'est assez difficile pour les gens. Ils n'ont pas de décrire, même de façon moindrement complexe. Dès qu'on dépasse les végétaux, il y a bien des gens qui sont dépassés par les notions de paysage. Donc, nous, je pense qu'on profite à quelque part de ça. C'est qu'on... Ça nous ouvre une porte de créativité puis de liberté parce que les gens aiment l'expérience du paysage de façon générale. Donc, je sais pas, mais je pense que c'est quelque chose qu'on profite de tous les jours. Puis, par exemple, dans les PPP, le paysage, c'est quelque chose qui est rarement décrit, rarement encadré, rarement balisé de façon très, très intense. Puis ça nous permet de faire rêver un peu, je pense, les personnes qui sont à la base de ces projets-là. Ensuite, c'est toute une autre question de les faire réaliser, mais je pense qu'à ce niveau-là, le paysage, il y a un niveau, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a un niveau d'intangible puis de difficile à décrire qui est une de ses plus grandes qualités. Par rapport à la misère, ben, je voulais juste revenir parce que il y a encore de la misère dans le quartier, entre autres sur le site de la promenade Smith. J'ai pas plus tard que la semaine passée, j'ai entendu dire que certaines des squats avaient été démolis avec un bulldozer, justement. Donc, je pense que c'est une problématique qui doit demeurer. On en parle avec la ville, avec notre client, de comment gérer la situation des gens qui habitent notre site avant que les condos soient livrés. Mais ce n'est pas nécessairement toujours fait de façon très, très subtile ou délicate. Dernier point, je voulais parler de la promenade Smith parce qu'on parle de la promenade Smith comme un fragment. Puis oui, Sophie, on vit très bien avec ce qu'on a comme mandat. On ne veut pas régler tous les problèmes de Griffintown avec le projet. On se bat assez fortement pour pas que ça devienne uniquement le jardin de quelques propriétaires de condos. Donc, on réfléchit à l'utilisation par les gens de partout dans la ville, puis on espère que ça va bonifier un peu l'offre d'espace public avec des nouvelles expériences. Voilà. Donc, mais pour éviter les anecdotes, je dirais quand même que depuis le concours, le site qui est un fragment a été refragmenté plusieurs fois. Donc, la construction de ce projet-là n'est pas finie. En plus, il y a eu probablement beaucoup de permis d'occupation du domaine public de délivrer. Excuse-moi, Jonathan. C'est parce que j'aime beaucoup me promener entre ici et la salle. Personne dans la salle ne veut intervenir, non? Je sais que tu aimes marcher, Bernard, mais tu peux marcher pendant que je parle, si tu veux.
Donc, ben bon, on approche de la fin, donc je vais essayer d'avoir une certaine ouverture, disons, peut-être positive sur Griffintown, parce qu'effectivement, on l'a beaucoup critiqué. Moi, je l'habite depuis 1 an et demi, puis je pourrais vous en parler très, très, très longuement. On a parlé effectivement de l'échec urbanistique. On a livré la ville aux promoteurs, qu'il n'y a plus de terrain de qualité structurant, en fait, pour en faire des espaces publics vraiment qui ne seraient pas juste au fin fond de nulle part où personne ne va aller parce que c'est pas dans les itinéraires. Et Gérard en parlait hier dans le reportage à Radio-Canada, à quel point les entrées et les sorties de Griffintown, c'est catastrophique. Hein, on a beau dire, on est à 10 minutes de la rue Sainte-Catherine, on est à moins de 10 minutes du métro, c'est toute une aventure se rendre là. Hein, donc c'est très désagréable, c'est dangereux, c'est le tout à l'auto, le piéton n'est pas du tout favorisé. Donc il y a clairement, s'il y avait un atelier de design à faire, c'est clairement travailler les entrées et les sorties et les ancrages, en fait, de ce quartier-là à la Cité du Multimédia et au centre-ville, parce qu'actuellement, Griffintown est un peu coincé. Oui, il va y avoir la promenade, oui, il y a la rue Notre-Dame, mais quand on veut sortir de ça, effectivement, il faut générer des espaces de qualité. Et je pense que, dans le fond, si c'est pas par l'architecture, si c'est pas par une gamme importante de traces et de mémoires, disons, construites. Il en reste un petit peu, on va essayer de les intégrer à des projets originaux, créatifs. Mais je pense que le grand enjeu, et c'est peut-être là où on va aller chercher la créativité des architectes paysagistes et des concepteurs, c'est comment on va arriver, en fait, à créer des parcours à l'intérieur de Griffintown, comment on va arriver, en fait, à créer des espaces publics de qualité qui ne sont pas des espaces publics traditionnels. Le square, la place, un îlot encadré par 4 rues, mais bien, en fait, d'utiliser les interstices, les rues, les trottoirs, donc la voirie, pour, en fait, complètement transformer cet espace-là, qui est quand même plutôt désagréable actuellement. Il y a le passé, bon, industriel d'une part, mais il y a surtout pas de trottoir, des arbres qui poussent en plein milieu de la rue. Donc, comment on peut garder cette espèce d'abandon poétique, comment on peut garder cette végétation spontanée, mais comment aussi on peut végétaliser le quartier, comment on peut donner des espaces publics, des espaces de vie à travers des parcours créatifs. Et là, évidemment, on en appelle aux créateurs, aux architectes paysagistes. Mais encore là, effectivement, les créateurs seront au rendez-vous. Mais il faut bien des gens qui leur donnent ces mandats-là. Mais je pense qu'on en est rendu là. C'est pas la place publique au coin de Sainte-Anne, je sais pas trop, qui va donner un caractère intéressant et une urbanité, une sociabilité au quartier. C'est vraiment tout le réseau de parcours sur William, sur Ottawa, mais aussi ces petites rues un peu abandonnées, Éléonore, Sainte-Anne et tout ça. Donc, Est-Ouest et Nord-Sud, qui vont peut-être ultimement rattraper et peut-être en faire un projet de qualité exemplaire, mais du point de vue l'architecture de paysage, peut-être. À suivre. Donc, tout n'est pas terminé. Il y a le potentiel, il y a l'espace, il y a du vide sur lequel travailler, mais il faut être inventif et il faut se donner les moyens. Je vais me permettre un commentaire éditorial quand même. C'est à condition que toutes les rues ne soient pas transformées en ruelles entre des portes de garage, évidemment. Là, si je laisse la parole à M. Baudet, vous n'aurez plus de chance vous n'aurez plus aucune chance de participer. Je reviens, Gérard, quand même. J'aimerais ça me reprendre sur mon commentaire du début par rapport au devoir de mémoire. Je voulais pas critiquer le projet en particulier, puis de toute façon, vous avez répondu un peu à ma question. Je voulais juste dire que souvent, de façon générale, effectivement, les architectes paysagistes, si j'aborde le thème du devoir de mémoire, vont penser que je parle de panneaux didactiques ou de stèles. Et puis, j'ai essayé de dire que c'était absolument pas à ça que je pense. Et quand on essaie d'aborder ça, souvent, ça va être... Et je trouve que l'exemple de la jeune dame ici qui parlait des friches, pour moi, c'est comme un geste de mémoire dans un quartier. Et ça, c'est des architectes paysagistes, peut-être qui peuvent le travailler. Puis, bon, je parlais des rails, d'intégrer des rails. C'était peut-être quétaine pour votre part, mais c'était comme un exemple de dire on peut peut-être en laisser un peu quelque part. Donc, des gestes de mémoire. Mais il faut au départ, l'avoir en tête quand on fait de l'architecture de paysage. Il me semble d'avoir des gestes de mémoire contemporains. Je ne sais pas si je me reprends, mais moi, j'ai évolué à partir de ce que j'ai entendu. En fait, on dit devoir de mémoire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ancrage dans le temps.
Fait que peu importe qu'est-ce qu'on va se rappeler, quand on est dans le lieu, qu'on sente des couches, puis qu'on les vive, ces couches-là. C'est pas très important qu'est-ce qu'il y avait, ou bien que c'était un lieu de misère, mais qu'on sente les couches, on a un sentiment d'avoir une vie riche, ça nous donne un sentiment d'appartenance, puis de s'approprier le lieu. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout, mais cet ancrage-là. Bon, je comprends un peu l'exaspération manifestée, y compris sur le fait que je prends beaucoup la parole, mais je pense qu'il faut... Non, mais il faut faire attention, là. Moi, je suis allergique à ce syndrome Marie-Claude Lortie, qui n'arrête pas de nous dire que Montréal n'est pas une ville ouf, en voulant dire on veut des gratte-ciels qui font 14 fois le tour sur eux-mêmes en montant sur 8 étages. C'est pas ça, construire une ville, c'est pas ça, designer une ville. Je veux bien qu'on encourage la créativité, mais la question fondamentale qu'on doit se poser, et la réponse a été partiellement donnée par le commentaire qui vient d'être fait, c'est dans quelles conditions la créativité québécoise s'exprime-t-elle, la créativité montréalaise. Les conditions sont pitoyables. Il l'a dit, il se bat, et donc on passe, parce que j'ai été consultant, je l'ai vécu, on passe autant de temps à se battre contre le donneur d'ouvrage, contre la ville, contre les services, qu'à réfléchir à des concepts, qu'à élaborer des concepts, qu'à prendre le temps de bien concevoir. C'est épouvantable. Clément Demeuse nous a déjà dit la même chose dans le cas du quartier international. Il se battait littéralement contre les services de la ville pour être capable de produire un quartier haut de gamme. J'en reviens pas. Pardon? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement éprouvant pour des concepteurs d'être obligés de se battre contre les machines. C'est un temps fou qu'on passe. Et pour revenir à ce que Jonathan disait, un des beaux exemples du genre de travail que Jonathan demande, c'est le Paris d'Haussmann. C'est ça qu'on a fait à Haussmann. Mais pourquoi est-ce qu'on a réussi? Parce que Haussmann n'a pas designé les places. Il ne s'est pas pris pour le maire Coder qui va aller poser des ampoules dans les rues. Haussmann a dit, j'ai un projet, je vais créer les conditions les plus favorables. Et ensuite, il a donné à son architecte paysagiste, qui était un bonhomme de grand talent, carte blanche, en disant, voilà, je te donne toutes les conditions favorables pour exprimer ta créativité. Et ça a donné le Paris qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu'il faut demander. Il faut que nos concepteurs puissent agir dans des conditions éminemment favorables et ne pas être obligés de se battre contre la machine administrative, de se battre contre les promoteurs, parce que très souvent, c'est ça aussi. Hein? On travaille sur le domaine public, et comme tu le disais, les promoteurs essaient de tirer le meilleur parti de ce domaine public-là à leur profit. C'est absolument invraisemblable, et on ne peut pas faire fi des conditions. Même si ça exaspère certains, il va falloir à un moment donné qu'on donne aux jeunes, qu'on donne aux créateurs des conditions favorables. Ce que Jean-Paul Lallier a fait merveilleusement à Québec, on en voit les résultats, évidemment. Donc, oui, c'est exaspérant de parler de ces choses-là, mais on ne peut pas faire autrement. Et tu n'auras pas ce que tu souhaites si tu fais juste entretenir avec des créateurs de l'exercice de création. Ce n'est pas un exercice avide dans un univers en vase clos. C'est un jeu de société, fondamentalement, la création. Il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Ah, ben voilà. Je suis un peu interpellée. C'est juste que j'avais beaucoup de curiosité sur la façon dont procède un architecte de paysage dans sa conception pour respecter, à sa manière, la mémoire du lieu. Est-ce que c'est par le choix des végétaux? J'aurais aimé connaître un petit peu l'arrière-scène, comment ça se passe dans leur processus de création pour disons, en vase clos, quand ils se mettent à rêver à leur projet idéal. Quels sont les modes, les processus de création qui, à la fois, sont pour eux innovateurs, tournés vers l'avenir, et parce que c'est long un peu, mais est-ce qu'il y a des moyens? Quels sont ces moyens? Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail pour 3 minutes? Oui, en fait, la discussion nous a effectivement amené ailleurs. Gérard pose la question des conditions nécessaires à la création. Maintenant, le processus lui-même. Ben, je ne sais pas trop comment répondre ça très rapidement, mais peut-être que ça revient à la question d'intégrer des voies ferrées, des morceaux de voies ferrées dans un projet. C'est-à-dire que dans un projet comme celui-ci, ce soir, moi, j'ai parlé du granit parce que pour nous, c'était ça le geste qui avait une référence à une histoire, pas à l'histoire du site, mais à une histoire qu'on voulait raconter, c'est-à-dire un site très bizarre, le long d'un chemin de fer. Il y a déjà des chemins de fer, fait qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Il y a des bâtiments très particuliers, des viaducs
qu'on retrouve rarement à Montréal, dans une courbe avec une trame urbaine. Donc, on a plein de conditions très particulières. Le rôle de l'architecte paysagiste dans ce cas-ci est de mettre tous ces éléments-là en scène d'une façon élégante, efficace. Puis le traitement de granit, ben, on s'est promené, on a regardé le granit parce que du granit, il y en a dans le Vieux-Montréal. Le projet qu'on a essayé de faire, c'était d'utiliser un matériau qu'on connaissait, mais en le transformant puis en le mettant comme une peau pour recevoir plein de choses qui sont déjà là. C'est peut-être là, le palimpseste commence déjà à exister juste en disant ça comme ça. Le travail par rapport aux végétaux, tout ça, ben, c'est toujours revenir à des idées de qu'est-ce que le site est, vers où il s'en va, jusqu'où on veut le changer, jusqu'où on veut préserver son caractère, puis quelles activités s'en viennent sur le site. Donc tout ça contribue, mais de façon générale, il faut toujours ramener ça à une vision très simple. Je pense, pour répondre à M. Gérard, je crois, par rapport aux conditions qui pourraient améliorer les choses, c'est que il va falloir penser à lutter même pour pouvoir changer le cadre réglementaire dans lequel les projets sont évalués et approuvés. Il n'y a absolument aucune notion de personnalité du territoire dans les règlements de la ville ou des arrondissements. Que ce soit mes projets personnels, les projets soumis par d'autres architectes ou des architectes paysagistes, c'est vraiment des idées banales de référence à ça. L'auteur, densité de site, pourcentage de couverture, est-ce que votre brique est pareille comme la maison à côté? Il y a absolument des choses complètement ridicules comme point de référence et ça évacue toute notion de qualité par rapport à des chiffres d'auteur, des chiffres de densité, des chiffres de couleur. C'est ridicule. Puis pour changer les choses dans le sens où vous avez parlé, puis les projets que vous avez menés ce soir, il faut vraiment penser à lutter pour changer le cadre réglementaire, pour le bonifier puis inclure justement des notions aussi simples que personnalité de territoire comme étant une condition à laquelle les gens doivent répondre pour pouvoir soumettre leur projet et que les gens qui évaluent les projets doivent utiliser pour les évaluer. En tout cas, merci. Peut-être pour... Josette Michaud est ici. On se rappellera qu'on était ensemble sur la commission Jacques Vigée dans les années 80. Quel beau moment nous avons vécu avec Mme Pagé, M. Bodner, tout ça. Mais ces commissions-là et les CCU aussi sont pognés avec une situation où ils sont toujours là en train de regarder des projets des privés. Le domaine public, qui s'en occupe? Et il y a peut-être une question à poser. Là. C'est facile de varger ces promoteurs ou les profiteurs, appelons-le comme on veut, mais il y a certainement un vide gigantesque qui est la question du domaine public, domaine collectif. Ces valeurs-là, là, quand il y a eu des audiences sur le plan de développement, moi, j'ai été candidement demandé est-ce qu'on peut avoir une cartographie du domaine public? Il ne l'avait pas. Il ne s'est pas capable de mettre ça dans un document, tout simplement parce que tout est orienté vers la réglementation des projets plutôt que la construction de la ville. Et peut-être que ça, c'est un modèle qui peut changer. À mon avis, c'est possible de changer ça, mais ça prend une espèce de regard différent. Et je regardais ici, je prenais des notes. La question, passer de promoteur de projet ou de gestionnaire de ronron, là, des règles et tout ça, à la notion de bâtisseur de ville et de gardien du bel ouvrage. Comment est-ce que c'est... Je sais que ça a l'air un peu 19e, mais comme Gérard parlait de Haussmann, imaginez-vous, alors, je me sens bien à l'aise. Mais la notion de bel ouvrage, puis la bel ouvrage, ça ne veut pas dire des moulures. Le travail que tu nous as décrit, c'est un travail de bel ouvrage aussi. Il y a un souci, le quartier international, on sait que dans 50 ans, on sera heureux de l'avoir eu. Et par rapport à ce que tu disais, M. le Président, permettez-vous moi de vous tutoyer, le patrimoine de l'avenir, avec une expression un peu ridicule, c'est comme palimpseste, là, mais on est entre amis ici, on se croirait au PQ. Mais c'est simplement cette notion. Moi, ça ne m'intéresse pas le patrimoine de l'avenir parce que si on démolit la basilique Notre-Dame demain, elle ne sera pas dans le patrimoine de l'avenir. C'était un thème qui a été accaparé pour se substituer à une espèce de rêve de création libre des gens qui disaient « Non, vous travaillez en société, vous les architectes, vous n'êtes pas comme un musicien qui, 3 minutes après la fin du concert, son œuvre est retournée sur papier. »
l'architecte bâtit la cité collective. C'est pas la cité de Dieu, de Saint-Augustin, c'est la cité des gens. Alors, il faut quand même travailler un peu dans ce sens-là. Mais cette notion de bel ouvrage serait peut-être intéressant à réintégrer dans un... Et par rapport à l'idée de patrimoine de l'avenir, moi, souvent, ce qu'on construit aujourd'hui, c'est l'hypothèque de demain. Alors, est-ce qu'on pourrait travailler sur la notion du relais des générations? Puis moi, j'aimerais ça que la créativité se pose la question de l'optimisme. Jack Layton a dit, c'est toujours plus intéressant d'être optimiste que désespéré. Bien, travaillons dans ce sens-là en disant, les gestes qu'on pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont donner dans 25 ans à la société qui les recevra? Tu sais, c'est pas juste le patrimoine du 19e siècle qui vit ça. La leçon du patrimoine, c'est que des choses peuvent traverser le temps et gagner de la valeur, et gagner du sens, un sens nouveau, complètement différent, mais ils sont capables de le faire parce que bien imaginé, bien construit, bien utilisé. C'est 3 règles simples, parce que ça peut rentrer là-dedans, au lieu de se gausser des termes comme créativité. Est-ce qu'on peut rentrer ça dans les termes de référence d'un concours? Est-ce qu'on peut associer ça au domaine public? Tu sais, on va liquider les hôpitaux, ils viennent de se réveiller qu'il faut planifier quelque chose. Alors moi, je pense qu'on est... Et c'est pas pour être pessimiste, parce que, mon cher monsieur, on n'est pas des pessimistes ici. Nous, on pense loin. Et on voit proche, on sait qu'il faut faire attention en marchant un pas à la fois. Et je pense qu'on est capable de voir ça. Moi, par rapport à Griffintown, je vous dis, il y a 2-3 choses. Jonathan a parlé des parcours. Il ne faut pas voir ça comme un circuit à l'intérieur d'un petit développement en banlieue, là. C'est des rues gigantesques auxquelles on a affaire. La rue Notre-Dame, elle part de Pointe-aux-Trembles, elle s'en va quasiment jusqu'à l'autre bout de l'île. Peel, c'est la seule rue qui relie la montagne à l'eau. Tu sais, give Peel a chance. Wellington, c'est le tracé qui remonte à Paul Chamédé de Maisonneuve, cet angle-là. C'est quand même formidable. Il y a des grands et des petits. La rue à William, mais la rue à Ottawa, il y a tout un travail pour en faire un corridor culturel. Il me semble que si on disait le domaine public, regardez, là, c'est microscopique, mais c'est un beau joyau. Tu sais, mais si on pouvait prendre ça comme une graine pour aller un petit peu plus loin, peut-être que ça pourrait nous aider. Mais moi, je trouve qu'à Griffintown, c'est sûr qu'on a raté pas mal notre coup, là. Tu sais, qu'on pense qu'on a mis plus de consultations publiques pour refaire les escaliers de l'entrée du parc du Mont-Royal que pour 1,5 milliard en bas de la côte. Tu sais, c'est avec des veillées de la LAU, mais il y a certainement des leçons. Puis, écoutez, on n'est pas à Québec ici, là. C'est sûr qu'ils ont toutes, eux autres, mais... Nous, on est à Montréal. C'est une république de marchands depuis le début. Fait que je suis sûr qu'on va trouver dans le désastre de Griffintown des moyens de grandir. Et ce serait peut-être ça qui serait un élément. Puis je trouve que ce serait important qu'on grandisse en pensant au paysage de la cité. Bon, dis-nous, j'avais dit que tu aurais le mot de la fin, mais c'est moi qui l'ai. Je veux revenir au titre de notre rencontre, à l'architecture de paysage et au végétal aussi. Comment ça se fait qu'on ne plante plus de chênes sur l'île de Montréal alors que c'était l'arbre maître de cette île? Comment ça se fait qu'on plante des féviers, des petits arbres, des petits chicots, alors que le long du canal de la Chine, il y a des peupliers extraordinaires et qu'on les coupe tranquillement les uns après les autres? Pourquoi on ne plante plus des chênes? Voilà, alors je finis là-dessus, sur la croissance et la végétation. L'avenir. Voilà, vous allez retourner avec la question. Merci à tout le monde, merci de votre participation.